remplir l'avant de la salle. C'est pour rendre ça plus convivial. Non, je me demandais où était Louis. Mais je crois que on attend encore quelques minutes. Eh bien, merci d'être là quand même malgré la grève. C'est vraiment vous qu'il faut remercier parce que vous êtes courageux. Moi, je l'aurais pas fait à votre place. Je crois que Fabien habite pas trop loin en fait. Ouais. Si je me repère bien, donc lui, il a pu venir à pied, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde ici. Donc, c'est bien que vous soyez venus. On n'est pas très nombreux, donc vous pourrez poser plein de questions. Vous allez voir. Il y en a plein de choses à dire. Parce que je lui ai un petit peu parlé avant, en fait, pour voir. C'est quelqu'un qui a plein de choses intéressantes à nous raconter, Fabien. Alors, normalement, il y avait une deuxième personne qui devait être là, une femme. Parce que, voilà, c'est bien d'avoir un auteur homme et une autrice. Mais elle est malade. Donc, elle n'a pas pu venir. Mais comme Fabien la connaît bien... Mais elle s'excuse déjà. Et Ouais. c'est le gros désavantage d'écrire en duo. C'est que je me sens extrêmement seul tout d'un coup. Ben Perdu, oui. perdu, je me sens perdu. Mais ça fait quand même 14 ans qu'ils écrivent ensemble. Donc, je pense que... il pourra nous dire des choses sur aussi sa façon d'écrire et la façon dont ils écrivent à deux. Et voilà. Bon, je pense que tout le monde est là. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai je suis très contente que tu sois venu. Donc, Fabien, je l'ai connu... Enfin, on l'a connu avec Thomas au moment où on a remis des schmucks l'année dernière. C'est quand c'est à remis ces schmucks et on les a remis avec beaucoup de plaisir à la Cité des scénaristes. Et donc Fabien est venu le recevoir au nom de la Cité parce qu'il en est le vice-président. Exactement. Voilà, donc il s'est investi dans ce projet et à cette occasion, je lui ai parlé de lui, de son parcours et aussi du parcours qu'il avait avec Juliette Salle. Alors là, je raconte une anecdote personnelle. C'est que Juliette Salle, en fait, quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle au cinéma, j'étais directrice financière de France 3 Cinéma et je coproduisais un film, enfin France 3 Cinéma, pas moi, coproduisais un film avec UGC, produit par Yves Marmion, et Juliette était la directrice juridique de cette filiale qui produisait ce film. Et donc, on avait dealé le contrat ensemble. Et puis, à un moment, on avait une réunion. D'ailleurs, c'était sur la terrasse du GC, parce que je me souviens du paysage. Et je parle à Juliette d'un truc de boulot. Et elle me fait « Ah non, non, moi, c'est fini, je deviens auteur ». Et je l'ai regardée, elle était juriste. On avait des métiers quand même plutôt voilà, qui ne nous destinaient pas du tout à écrire. Et je m'étais dit d'abord, mais comment elle a trouvé le courage de faire ça ? Ensuite, mais comment elle fait ? Et après, du coup, je l'ai suivie avec attention. En fait, je me suis demandé, je l'ai vue réussir en voyant les films qu'elle écrivait et tout ça. Et donc, quand j'ai vu que Fabien et elle écrivaient ensemble depuis 14 ans, j'ai eu encore plus envie de les voir tous les deux. Donc là, on n'en voit qu'un ce soir, mais c'est bien quand même. C'est pour ça l'autre moitié de la salle devait être remplie par les Ouais, gens qui venaient voir Juliette. par les fans de Juliette. Exactement. Mais je suis venue quand même, t'as vu ? Ouais, c'est sympa. Et donc, ce soir, on a Julien donc, qui a... Attends. Fabien. Alors Fabien, ça, c'est tellement fréquent, vous n'avez même pas idée. Il y a même des gens qui l'appellent Fabiette et Julien. Donc, t'inquiète pas, c'est Oui, fréquent. parce qu'il y a Juliette, donc ça devient Julien. Pour faire le... Donc, Fabien va nous raconter son parcours, mais en gros, on l'a fait venir parce que d'abord, ça fait des années qu'il écrit pour le cinéma, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas le réalisateur de ses œuvres. Donc, comme on est une association de scénaristes, ça nous intéresse d'autant plus dans les cas où on n'a pas envie obligatoirement de réaliser ce qu'on écrit. Et en plus, c'est quelqu'un avec Juliette qui donc, travaille en duo depuis 14 ans. Donc, on a eu envie d'en savoir plus sur ce qu'était le travail d'un duo. Donc, vous avez fait en duo... vous avez écrit en duo Belle et Sébastien dans Les choses notables. Tu nous rajouteras les choses que je pourrais oublier. L'île au trésor, alors c'est ça ? Non. Ça, c'était avant ma rencontre avec Juliette. J'ai participé au film. Et à deux, vous avez écrit aussi une adaptation de Spirou. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc, ça nous permet donc d'en savoir plus sur ça. Et puis aussi, comme on tient aussi longtemps dans le cinéma...
en tant que scénariste uniquement, parce que Ok. moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, voilà, tu vas Tu veux nous qu'on parler commence de par tout quoi, du ça et coup? de tout ce qui t'intéresse. Ben, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment, c'était les débuts déjà, Mhm. comment, parce que on est tous émergents, donc vraiment les débuts des scénaristes nous intéressent beaucoup. Les débuts, et puis ensuite, comment tu as rencontré Juliette, comment vous êtes décidé à travailler à deux. Voilà, par exemple, commençons par ça. Moi, Ah, et j'ai... j'allais dire, on parlera après de ceux sur lesquels tu travailles en ce moment, mais ça, on Ouais. le gardera pour la fin. Ça fait 25 ans que je vis de mon métier de scénariste. Donc j'ai commencé, j'étais comédien de café-théâtre au sortir du bac. J'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESRA, qui n'est pas foutraque, mais qui était sympa parce qu'ils avaient du matériel. Donc ça m'a permis de toucher au montage, au 35 mm. Tout ce que je vais dire, on parle d'un temps, il y a 25 ans. Je pense que le côté émergent, il y avait beaucoup moins de choses pour les jeunes scénaristes qui arrivaient. C'était beaucoup plus... Enfin, difficile dans le sens où il y avait beaucoup moins de production, il y avait beaucoup moins de flux, il n'y avait pas il y avait pas Plus belle la vie, l'animation n'était pas ce qu'elle est maintenant. Les séries télé étaient en 90 minutes, donc on écrivait quasiment un long métrage à chaque fois qu'on écrivait un épisode de série. Et donc j'ai fait 10 ans de séries télé, et puis au bout de 10 ans j'en ai eu un peu marre parce que j'étais, je pense, un peu frustré entre ce que j'écrivais et le résultat qu'il y avait à l'image. J'étais un peu frustré, donc j'ai voulu passer au cinéma. J'ai appelé mon agent en lui disant écoute, voilà, je voudrais que tu me branches sur des plans cinéma. Il me dit t'es prêt à gagner 3 fois moins bien ta vie? Je lui ai dit écoute, oui, j'ai mis un peu d'argent de côté, donc allons-y, tentons le coup. J'ai eu des expériences de cinéma, on pourra en parler, très diverses et variées. Vraiment un panel assez merveilleux, très multicolore. Et, et j'ai rencontré Juliette à l'étage du dessus, c'est-à-dire qu'on avait chacun un bureau. Il y a la possibilité, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais de réserver des bureaux quand on est sociétaire à la SACD. Ah oui, oui. Voilà. En Et en plus, fait, ils on ont avait agrandi. chacun un bureau et on se retrouvait à la machine à café avec 3-4 scénaristes. Et puis on a accroché, on s'est fait lire nos scénarios, on s'est fait des retours sur nos scénarios, puis on aimait bien ce qu'on lisait. Puis à un moment, on s'est dit, bah, tiens, si on essayait d'écrire un truc ensemble. Puis on a écrit un traitement qu'on a signé chez Fidélité, qui était la production de Marc Missoni, Olivier Delbosque à l'époque. Puis maintenant, ils sont séparés, ils ont monté chacun C'était leur prod. une boîte très importante à l'époque. Et puis on a fait Belle et Sébastien, et puis voilà, et puis ça fait donc 14 ans qu'on vit de ça, et essentiellement du cinéma, et puis un peu de la série, enfin un peu maintenant des bibles, comme tous les producteurs de cinéma ont monté une antenne télévisée, télé. Du coup, on a écrit quelques bibles de séries dernièrement. Du coup, le sujet qui nous intéresse, c'est est-ce que d'abord, comment donc vous êtes dit on va écrire ensemble. Alors raconte-nous peut-être les débuts et l'évolution de cette façon d'écrire, comment vous vous répartissez le travail, et ensuite est-ce que vous avez donc posé des bases sur la façon de travailler au début, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça c'est plutôt sur la technique, comment vous bossiez, et ensuite comment vous avez imaginez, est-ce que vous avez au préalable imaginé la répartition des droits ou pas du tout? Ou enfin, comment... 70% pour moi et Ah, c'est ça, 30%. hein, ce qu'elle m'a dit. Bah ouais, voilà. Non, non, ça, les droits, on n'en a jamais parlé. C'était évident que c'était 50-50. D'accord. Ça n'a jamais été un sujet. Par contre, sur l'écriture, il y a quelque chose qui est. Alors, ce qu'il faut dire, Juliette vous dirait qu'on vient de. Je vais faire beaucoup Juliette vous dirait que. Je vais essayer de la faire. Mais voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'on vient de deux univers très différents. Moi, je viens donc du café-théâtre. J'ai une culture qui n'est pas du tout celle de Juliette, qui est très littéraire, qui a fait Sciences Po, qui a été chez UGC. Donc, on venait de deux endroits très différents. Donc, finalement, on s'est retrouvés sur des choses communes en termes de création et qui font qu'on a, plutôt que de se dire on passe chacun l'un derrière l'autre, on s'est très très vite, dès le premier projet, retrouvé à réfléchir ensemble, à écrire ensemble. Et on a écrit, en fait, ça paraît bête et improbable, mais on écrit vraiment à quatre mains sur un ordinateur. La plupart du temps. Maintenant, Final Draft a un truc qui s'appelle collaboration, qui permet d'écrire sur deux ordinateurs, donc ça évite la scoliose, est un peu moins grave maintenant. Mais c'était vraiment ça. C'était vraiment, on écrivait et on se prenait le clavier. Mais non, attends, et on prenait, écrit, et regarde, et prend. Et ça a été très organique très vite. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a signé très rapidement un premier projet. Et puis après, on n'a pas démordu de cette méthode-là, qui est faite de beaucoup d'allers-retours. Et Juliette
dirais que très souvent, quand on a une idée qui passe nos deux tamis, puisqu'on a deux cultures, donc deux tamis très différents, c'est qu'en général, on arrive à un truc enfin, voilà, intéressant et qu'on retravaille. Enfin, bon, après, on pourra parler de la technique plus dans le détail, Mhm. Oui, peut-être aussi parler de la ouais. réécriture aussi, une fois que après les retours d'une écriture, les V1, les V2, on en reparlera. Je pensais à ça, à votre écriture à deux. Vous n'avez jamais eu la tentation d'écrire avec quelqu'un d'autre, d'autres propositions, de rajouter quelqu'un à votre écriture? Alors, non, en fait, ce qu'on a fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mutualisé tous nos projets. Évidemment, quand on s'est rencontrés, on avait d'autres projets. Juliette finissait un long métrage, moi je finissais aussi un autre long métrage. Donc, en fait, on a laissé finir ces projets-là. Et puis, en fait, on a mutualisé nos projets. On s'est fait lire Comme on se faisait lire nos projets à la SACD, on savait à peu près de quoi on parlait. Et puis, on s'est dit, bah tiens, ça, on pourrait le faire ensemble, ça, on pourrait le faire ensemble. Et puis, quand même, assez rapidement, Belle et Sébastien est arrivé. Et donc, du coup, bah, ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Il n'y avait plus besoin de ressortir les anciens projets qu'on avait chacun de notre côté. Voilà. Donc, Et quand tu dis Belle et Sébastien est arrivé, c'est quoi? C'est un coup de fil d'agence? C'est non, comment? c'est nous qui l'avons. C'est un coup de fil d'un producteur qui nous appelle un jour, avec qui on n'a jamais par ailleurs travaillé, et qui nous dit ouais, vous auriez envie de faire quoi? Et on s'était retrouvé avec Juliette sur l'idée d'avoir envie de faire un film d'aventure familial. Et à l'époque, les films pour enfants, familiaux, enfin on dit familial, mais en fait c'était un peu pour enfants, très jeunes, et c'était que de la comédie. Il y avait que de la. Si tu voulais faire un truc, fallait adapter les profs, fallait adapter les blagues de Toto, mais si tu arrivais avec une proposition vraiment d'aventure, personne n'en voulait. Et en fait, le producteur nous a dit eh, vous verriez quoi et en fait, moi, il se trouvait que j'étais très fan de la série d'animation coréenne, je crois, de Belle et Sébastien. Et Juliette était très fan de la série Noir et Blanc originelle de Belle et Sébastien, de Cécile Aubry. Et donc on a spontanément pensé à ça, en disant ah, tu vois la liberté du gamin dans la montagne, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien, le gamin il peut sortir en pleine nuit, ce serait génial de faire une adaptation ciné de ça. Et puis on a été voir un producteur avec qui moi je m'entendais très bien, qui connaissait bien Gaumont. Moi je sortais d'une aventure qui s'était malheureusement pas bien terminée, mais qui s'était très bien passée avec Gaumont, d'un gros long métrage d'animation que j'avais écrit, que je devais réaliser, et qui ne s'était pas fait. Et du coup, Gaumont avait les droits de Belle et Sébastien. Et donc, on a été voir Sidonie Dumas en lui disant voilà, on voudrait faire une trilogie. On avait déjà l'idée de faire une trilogie parce qu'on voulait vraiment, à la Harry Potter, prendre le gamin et l'emmener aux 3 âges de l'enfance et le lâcher au seuil de l'adolescence à la fin du 3e film. Et on a dit à Sidonie, donc, qui est la directrice de Gaumont, on lui a dit bah, on voudrait faire une trilogie sur Belle et Sébastien. Elle nous a dit on va déjà faire un film, puis on va voir. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure est partie. Oui, donc vous avez toujours travaillé ensemble et jamais eu l'idée de faire autrement. Vous n'avez Non. pas eu la tentation? Non, non. Bon, bah, Alors c'est après, il faut bien. peut-être que je précise quand même quelque chose, c'est que après 2 ans de travail, il y a un couple qui s'est formé et que du coup, ça, je pense aussi scellé notre collaboration. Il n'y avait pas vraiment de nécessité. Ça a été un problème à un moment pas qu'on soit en couple, mais le fait qu'on écrive à deux, ça peut se révéler être un problème quand tu te retrouves face à un réalisateur. Parce que le D'accord. réalisateur, il se sent un petit peu intimidé d'être face à 2 personnes qui en plus ont une habitude de ping-pong, on était très rapide dans la manière d'écrire. Et donc, du coup, je sais on a un moment, un ou deux réalisateurs qui disaient ouais, mais vous êtes tous les deux, mais comment on va travailler à 3? Qu'est-ce que je vais faire moi au milieu de tout ça? Donc, il fallait aussi donner l'impression, enfin, vraiment donner la place aux réalisateurs sur des projets. Et justement, au niveau de l'écriture, à quel moment dans votre duo le réalisateur arrive? Est-ce qu'il intervient beaucoup dans l'écriture? Est-ce que comment ça s'est passé dans Alors, vos projets? ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que Belle et Sébastien, on a fait intervenir Nicolas Vanier assez tôt dans le processus. C'est-à-dire qu'au moment du traitement, il fallait qu'on ait un réalisateur qui soit capable de tenir la neige, les chiens, les enfants. Et Gaumont voulait être rassuré là-dessus. Donc Nicolas est arrivé et on est très content de la collaboration avec lui. Après, on a eu envie de. Donc, il y a eu 3 réalisateurs différents sur Les Belles et Sébastien. Et après, on a eu envie
plus d'initier les choses, d'aller vers des projets de production, ce que j'appelle les projets de producteurs, c'est-à-dire où vraiment le scénario entier était écrit et après on allait chercher un réalisateur. Moi, je trouve avec le recul que c'est maintenant une erreur. Et en fait, maintenant, depuis 5 ans, on essaye le plus tôt possible d'amener le réalisateur à l'écriture. Parce que pour 2 raisons. La première, c'est que si vous amenez le réalisateur tard, c'est pas son projet. S'il a un projet perso, il va avoir tendance à lâcher votre projet ultra facilement si son projet perso avance en même temps que le vôtre. Et que d'expérience, pour le coup je peux dire d'expérience, la locomotive d'un film, c'est pas le scénariste, c'est pas le producteur, c'est le réalisateur. Et si le réalisateur il démarre pas, s'il est immobile, le projet avance pas. Et le problème qu'on a eu, c'est on a fait 2-3 projets où on a été au bout du scénario et on a cherché le réalisateur après. Et on s'est souvent malheureusement retrouvé avec des réalisateurs qui étaient des très bons faiseurs, mais qui n'étaient pas forcément des auteurs dans le sens avec une vision, avec un univers qui amenait quelque chose de très personnel, où ils pouvaient s'emparer du sujet. Et du coup, ça s'en est ressenti sur le résultat des films, qui ne sont pas des films que nous, on mettrait en avant dans notre film. Mais du coup, je me pose la question de l'intervention du réalisateur, du moment. Est-ce que c'est vous, les auteurs, qui disent, qui disent aux producteurs, bon là, il est temps qu'on attache un réalisateur au projet, ou c'est le producteur qui vous propose quelqu'un? Je me demande, est-ce que tu as des exemples de comment ça se déroule de façon, selon toi, idéale? Est-ce que c'est vous qui cherchez un nom? Je me pose la question, toutes ces questions-là. Alors, il y a presque, c'est ce qu'on dit souvent, que le cinéma c'est une industrie de prototypes. Il y a presque un cas de figure à chacun de nos films. Belle et Sébastien, au bout du traitement, on fait une liste. Gaumont fait une liste de réalisateurs. Ils ne mettent que des réalisateurs de films pour enfants, de comédie. Et nous, on fait une liste où on met Nicolas Vanier en premier en disant l'aventure, c'est lui, quoi. Et donc on contacte Nicolas Vanier et donc il arrive sur le traitement et il dit bah moi je veux mettre ma patte, on discute, on écrit. Lui n'écrit rien, mais il est quand même crédité au scénario. Il a amené énormément de choses, notamment sur la nature, sur le rapport à la nature, sur la vision de l'action, etc. Donc ça c'est un cas de figure. Christian Duguay, Belle et Sébastien 2, il arrive au séquencier. C'est un Canadien, donc c'est un Américain, c'est un anglo-saxon dans sa manière de penser. Il est ultra inclusif. Il nous fait venir au montage, il nous fait venir en prépa, il est ultra inclusif, il touche quasiment à rien du scénario. Il a une vision très claire du film, très bien. C'est un film d'aventure, le 2, contrairement au 1, c'est beaucoup plus d'aventure, beaucoup plus d'action. Belle et Sébastien 3, c'est Clovis Cornillac. Là, pour le coup, Christian Duguay passe, je crois, sur le séquencier, sur le traitement. Il dit bah non, moi j'en ai fait un, je veux faire autre chose, ce que je comprends tout à fait. On écrit le scénario avec Clovis Cornillac en tête pour jouer le rôle du méchant. On le fait lire à Cornillac qui décline. Non, le producteur appelle Cornillac en disant est-ce que tu veux jouer le rôle du méchant de Belle et Sébastien 3? Il dit Belle et Sébastien 3, il y en a eu 2, ils ont fait 3 millions d'entrées le premier, 2 millions d'entrées le deuxième. Non, moi j'ai pas envie d'arriver en troisième. Ok, on écrit le scénario, on lui fait lire le scénario quand même, on repasse par lui parce qu'il avait un développement avec le même producteur, on repasse par lui, il lit le scénario, et il lit le scénario, il dit non seulement je veux faire le méchant, mais je veux le réaliser. Et il modifie quasiment rien. On se retrouve dans une lecture surréaliste avec les comédiens, donc tous ces gens qu'on avait vus grandir depuis 4 ans, les comédiens, les techniciens, il y en avait plein qui revenaient et tout ça. Et c'était nous qui disions Clovis, il faudrait le changer quand même, parce que t'as vu, à la lecture, c'est pas génial. Non, c'est super, ça va passer, t'inquiète pas. Et en fait, il a très peu modifié les choses. C'était à la fois un bonheur un peu flippant, mais c'était un bonheur de travailler avec lui. Donc tu vois, c'est 3 cas de figure différents. Spirou, on arrive, c'est une consultation qu'on fait sur un scénario de, je sais plus qui avait écrit, Nicolas Peufailly, je crois. Une première version de scénario, un scénario que Fidélité n'arrivait pas à développer. Ils nous disent venez faire une consulte. On leur fait une consulte de 10 pages. Marc Missonnier, le producteur, nous rappelle en disant votre consulte est super, vous ne voulez pas réécrire le scénario? Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à réécrire le scénario. Donc du coup on se retrouve avec un scénario.
Alexandre Koff, le réalisateur, arrive et il dit moi je le fais, mais je veux faire des modifs. Et là on repart dans un phénomène d'écriture où c'est le réalisateur qui essaie de se réapproprier et qui se réapproprie aussi par rapport au budget du film. Parce que je pense qu'on avait écrit un film qui valait 12 millions ou 15 millions et puis finalement on a eu beaucoup moins pour le réaliser. Donc ça c'est voilà. Et j'ai des exemples sur chacun de nos films, j'ai des exemples différents de collaboration avec le réalisateur. Et, et après, Thomas, si tu veux poser une question, mais je me posais une question. Vous n'avez jamais été tenté de réaliser, on ne vous l'a jamais proposé. Je pense qu'on a dû vous faire. Et pourquoi vous avez refusé? Alors, le premier film qu'on a écrit ensemble, on devait le réaliser. On avait réalisé en fait un court-métrage, on avait co-réalisé un court-métrage que Juliette avait écrit qui s'appelait Supergirl, qui était produit par Isabelle Madeleine, qui est une productrice de long-métrage. On est très content du film, mais le film n'est pas, je sais pas, le film n'a pas tourné en festival. Il a un côté un peu lisse, un peu trop propre, on va dire. Bref, on devait réaliser ce long métrage chez Fidélité. Et on est arrivé à un petit problème, c'est que c'est un long métrage qui était un Billy Elliot. Donc ça se passait en Irlande, on l'avait écrit en anglais, donc c'était tourné en anglais, on avait tout l'argent irlandais pour tourner là-bas. Et en fait, on n'a jamais réussi à avoir l'argent français. Parce que, ça c'est notre théorie, donc on a tout réadapté dans le Cotentin. En France, on n'a quand même pas réussi à le financer. On a été très loin, on avait fait des repérages, on avait trouvé le casting. Même sur la phase française, on avait retrouvé le casting. Anne Consigny devait jouer la mère du héros, etc. Et on est arrivé à une conclusion, c'est que je pense qu'il y a 3 facteurs, en tout cas à l'époque, encore une fois, hein, c'était il y a 14 ans, il y avait 3 facteurs importants pour financer le film. 1, la qualité du scénario. 2, la qualité du casting. Et 3, la qualité du réalisateur. On cochait la qualité du scénario, on avait des super retours sur le scénario. Le casting, c'était des enfants, donc la qualité du casting, c'était 0. Et les réalisateurs, c'était nous. On n'avait jamais rien fait, c'était un premier film. Et donc on avait 2 sur 3 qu'on n'avait pas coché. Et en fait, on n'a jamais pu financer le film en France. Et donc le film ne s'est pas fait. On a refait un autre court-métrage, à nouveau avec Fidélité, sur un autre projet qu'on avait signé avec eux, qui devait être réalisé par quelqu'un, puis qu'on a récupéré en réalisation, etc. Et en fait... ce qu'on dit à chaque fois qu'on fait des interventions, c'est que moi je conseillerais à tous les scénaristes de réaliser des courts-métrages parce que c'est une transformation en termes d'écriture derrière, de se retrouver sur un plateau, de voir les galères qu'il y a, les coupes que vous êtes obligé de faire, de se retrouver au montage et de voir que ce qu'on a écrit qui était tellement bien à l'écriture marche pas du tout à l'image. Pourquoi? Enfin voilà, ça fait énormément progresser. Mais c'est tombé à un moment où moi je pense que pour être réalisateur, il faut faire que ça. Et en fait, on écrivait des films en même temps qu'on avait ce projet de réalisation. Et les films qu'on écrivait, qu'on nous proposait, étaient hyper excitants, mais on ne nous les proposait pas en réal parce que c'était soit des gros films, soit des choses voilà, qui avaient déjà des réalisateurs attachés. Et en fait, on était finalement très heureux en tant que scénariste. Donc on n'est pas... Voilà. Ouais, donc jamais eu de regret en termes de réalisation, là encore aujourd'hui, s'il devait y avoir un projet de film Non, pour l'instant, cut sûr, dans 3 ans, un film réalisé par... pour l'instant, non, vraiment. Ouais, il y a une question. Ouais, vas-y, si. Vas-y. Oui, vas-y. Comme on est peu nombreux, vas-y. Ouais, vas-y. Je la répète. Si, vas-y. Je voudrais savoir concrètement, pour chercher le casting entre vous, les scénaristes, et le réalisateur, comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous demandez à vos agents? Est-ce que quelqu'un appelle quelqu'un? Comment ça se passe concrètement? Tu parles du casting de réalisateur ou du casting des comédiens? Des comédiens? Ben, en fait, chaque cas dépend de la relation que tu as tissée avec le réalisateur ou avec le producteur. C'est-à-dire que des fois, ça nous est arrivé d'avoir des liens peu finalement proches avec le réalisateur, mais très proches avec le producteur, qui nous appelait pour nous dire bon, bah alors le casting, on pense à lui, etc. Donc en fait, on pouvait donner un petit input en disant bah, vous êtes sûr, lui mais finalement, il faut partir du principe qu'en tant que scénariste, tu n'as pas de pouvoir sur le casting. Tu n'as que le pouvoir du lien
intime et émotionnel que tu as tissé avec le réalisateur et de la pertinence de ce que tu vas pouvoir lui dire. Est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il n'est pas à l'écoute. Fin mars, on a normalement un film qui se tourne, il y a du bois quelque part, qui est le deuxième long métrage d'Ouda Benyamina, qu'on lui a amené, qui avait fait Divine, qui avait eu un prix à Cannes. Et là, elle, en termes de casting, ça a été dément. C'est-à-dire il y a eu un lien avec elle. On a écrit pendant 3 ans avec elle sur un projet qu'on lui avait amené, donc qu'il a fallu qu'elle s'approprie et qu'elle a fait très bien. Et le casting a changé 1000 fois pour 1000 raisons de disponibilité, de comédiens qui n'en étaient pas, qui étaient... Bref. Et au final, à chaque fois, elle écoutait. À chaque fois, on lui disait, mais elle, non, tu peux pas prendre elle parce que ça. Ah oui, c'est vrai, mais je veux une nana physique. Alors, et on lui faisait des listes, etc. Et on a hyper échangé. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Tu peux pas passer à côté de la possibilité d'une frustration. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de rêver un casting et puis finalement de pas avoir je sais pas comment on pourrait dire l'input, l'impact auprès du réalisateur ou auprès du producteur d'ailleurs. Mais c'est la même chose, je vais te dire. C'est la même. J'ai encore plus de facilité à le dire parce que j'ai tort. C'est que quand il y a eu le casting de Belle et Sébastien, il y avait 2 gamins en finale. Nicolas Vanier, il nous montre les 2 gamins. Il y a un gamin que je trouve hyper fragile. Je me dis, mais jamais, c'est pas lui, il n'est pas aventurier. Il y en a un petit gamin un peu dur et tout ça. Je dis, mais Nicolas, tu peux pas prendre le gamin fragile. Si, je le sens bien, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Voilà. Il a pris le gamin et le gamin est génial. Félix Bossuet, il est super. Moi, je le trouve super dans Belle et Sébastien. Et on a eu la même chose. Donc le 6 avril, il y a un film dont on est pour le coup très fier qui sort et qu'on a coproduit, qui s'appelle Normal, qui est avec Benoît Poelvoorde, réalisé par Olivier Babinet. Pareil, il y a le rôle d'une ado. Donc là, pour le coup, on est coproducteur artistique. Donc on a un input, mais avec c'est le réal finalement qui a le final cut, entre guillemets. Il nous présente 2 gamines de 15 ans. Il y en a une, elle en fait 18, et l'autre, c'est une petite gamine hyper, qui a l'air vraiment chouette, émouvante, etc. C'est pas une comédie, c'est une espèce de comédie dramatique, on pourrait dire. On lui dit, mais Olivier, évidemment, c'est cette gamine-là. Ouais, je suis pas sûr. Alors lui, pour le coup, il hésite à mort. C'est un réal, il hésite, il fait 12 000 essais, machin. Il dit, mais quand même, l'autre, elle est bien. Les producteurs délégués, qui sont hauts et courts, nous donnent raison sur la gamine. Nous disent au réal, ils ont raison, la petite jeune un peu fragile, elle a l'air super. Le réal, il va jusqu'à dire à l'autre comédienne, ah ben je vais pas pouvoir te prendre, tu sais, parce que les scénaristes qui sont aussi coproducteurs, ils veulent pas de toi. Donc imagine, nous, on se retrouve en lecture avec cette gosse au casting, qui dit, alors c'est vous qui voulez pas de moi? La gamine 18-19 ans, Justine Lacroix, qui joue dans le film et qui est géniale. C'est-à-dire qu'il a été au bout de son truc. Il a été obligé de nous prouver pourquoi il l'a préférée. C'est-à-dire que notre avis, c'est pas qu'il n'a pas été écouté, c'est que ça a généré une discussion, ça a généré des échanges. Et c'est ça qui compte. C'est pousser le réalisateur à préciser ses choix, à dire ok, tu veux pas celle que je veux, c'est toi le réal, c'est toi qui signe le film, c'est ton film. Mais pourquoi? Explique-moi pourquoi tu veux Justine Lacroix et pas l'autre. Et en fait, il l'a fait et ça l'a forcé. Il a fait un truc que je trouve moi hyper payant, c'est qu'il a mis des lunettes à la gamine. Elle a perdu 3 ans avec une paire de lunettes. Et voilà, et elle est super dans le film. Et je suis sûr qu'à l'avant-première, elle va le ressortir sur scène. On va monter avec elle sur scène, elle va dire ah bah il voulait pas de moi. Et puis alors maintenant, toute fière parce qu'elle est super dans le film. Voilà. Donc chaque cas est vraiment super différent. Du coup. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé te parler un peu plus de ta collaboration avec Juliette. Tu disais tout à l'heure que vous aviez chacun votre univers et ce qui passait le tamis de vos 2 univers, c'était quelque chose qui était intéressant de garder. Et puis que vous aviez mis finalement tous vos projets personnels en commun. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas passé le tamis? Est-ce qu'il y a des regrets? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez réussi à trouver un moyen d'emboîter tout ça? Et comment s'est passé ce processus? Tu veux dire, est-ce que les projets ont passé le tamis entre Oui, voilà, les projets de l'un et de l'autre? Et qu'est-ce qui naît de tout ça, en fait? En fait, les projets perso, il n'y en a pas,
on a tout mis en commun, mais finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on ait enchaîné Belle et Sébastien. Après, derrière, donc, il y a eu le 2, le 3, puis Spirou. Enfin, entre-temps, on a fait un autre film qui est une catastrophe absolue qui s'appelle Mes Trésors. C'est très intéressant, les échecs, hein. Je trouve qu'il y a énormément à apprendre, mais voilà. Donc on a fait Spirou. Donc finalement, tous ces films-là, c'est des films qui nous étaient soit amenés, soit qu'on amenait, mais qu'on avait créé, enfin qu'on avait pensé ensemble. Donc en fait, il n'y a pas de films qu'on a amenés de notre ancienne vie, entre guillemets, qui sont devenus des films communs qui se sont réalisés. Donc malheureusement, j'ai pas d'exemple, tu vois, à te donner. Non, mais c'est intéressant. Ça s'est fait, en fait, les choses se sont enchaînées avec les producteurs avec qui on bossait sur le moment. Non, il n'y a pas de. Non. C'était un manque de temps parce que les choses se sont enchaînées trop vite. Je pense que si on s'était posé. Mais d'ailleurs, quand on s'est posé la question de collaborer la première fois, c'est venu en fait de. On aurait pu se dire, tiens, moi j'ai ce projet-là, tu veux pas qu'on le fasse ensemble, qu'on essaie de le développer un peu plus ensemble. Et en fait, les circonstances, c'est que Juliette avait écrit un film qui s'appelle Dorothy, qu'elle avait écrit en anglais, qui avait été tourné en Irlande, qui est un film d'Agnès Merlet. Et en fait, qui avait été nommée, je crois, aux récompenses irlandaises. Et elle m'a dit, j'ai une petite ouverture en Irlande, on avait très envie d'un film anglo-saxon par ailleurs. Elle m'a dit, tiens, si on réfléchissait à un sujet qui se passait en Irlande, et comme on n'en avait ni elle ni moi, du coup, on a réfléchi à ce sujet original qui est devenu notre premier contrat signé. Ouais, donc, c'est une affaire qui roule, quoi. et je reviens... Alors, on a donc les succès de Belle et Sébastien, mais tu as cité mes trésors en disant qu'on apprenait beaucoup d'un échec. Du coup, je rebondis là-dessus, mais sans qu'on s'y attarde trop, parce que ça devient déprimant au bout d'un moment. Qu'est-ce qui t'a paru riche d'enseignements dans ce film que personnellement je n'ai pas vu et qui a fait combien d'entrées déjà pour introduire le sujet? Je sais pas, je crois que ça a dû faire 200 000 entrées. Quand même. Oui, quand mais même. non, parce que 200 000 entrées sur un film qu'on a coûté 9 et, 9, ok, et oui. qui est sorti sur 600 Pas copies. 900 000, hein, 9 millions, je présume, ouais. Non, Okay. non, Mes Trésors, c'est hyper intéressant. Le producteur de Belle et Sébastien nous appelle un jour en disant j'ai récupéré les droits d'un scénario anglais qui est un espèce de Thomas Crown en comédie. Un père à la Thomas Crown, vous connaissez le film, avec ses 2 filles. Il nous fait lire le scénario, on lui dit écoute, ouais, il y a un super point de départ. Nous, on aurait envie de tout réécrire, mais écoute, pourquoi pas, pour faire un film français. Hein. Et puis là, on est dans cette période où on n'est pas du tout comme maintenant à se dire il faut mettre les réalisateurs très vite. Donc on se dit il faut écrire le scénario, il ne faut pas que le réalisateur il va tout cacher. Nous, on sait exactement ce qu'il faut pour ce film. Et donc on écrit je pense qu'on n'est pas des bêtes de comédie, Juliette et moi. On écrit ce qui est donc une comédie de casse entre ce père qui entraîne ses 2 filles qui l'ont jamais connu dans un casse. Et on écrit ce truc et on le fait lire à Pascal Chaumeil, qui était notre premier choix. Et Pascal Chaumeil aime beaucoup, beaucoup le scénario. Et là, moi, j'avoue... Pascal Chaumeil, c'est l'arnaqueur. Voilà, c'est le réalisateur de l'arnaqueur. Et j'avoue que moi, j'avais très, très envie de... Enfin, moi, j'aime beaucoup l'arnaqueur. Je trouve que en termes de qualité de comédie, qui ne soit pas de la comédie burlesque, c'est vraiment génial. Et donc, on était hyper contents. Mais vraiment hyper contents. Le producteur hyper content. Et on retravaille un peu le scénario, mais pas tant que ça. Et le père devient Lambert Wilson. On rencontre Lambert Wilson, typique casting, on parle casting. On lui dit Lambert Wilson, super bon choix et tout ça, donc on adore. Et il se trouve que malheureusement, non, le truc dingue, c'est qu'avec ça, donc Lambert Wilson, Pascal Chaumeil, le scénario, on envoie à TF1 Studio, TF1 Film, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Voilà. TF1 Film Production. Ils lisent en 24 heures et ils disent on met je ne sais pas combien de millions. C'est-à-dire, ils mettent quasiment, ils prennent l'essentiel des droits du film. Le producteur nous appelle en disant en 24 heures, le film est financé, j'ai un retour des SND qui veut aussi le film, Gaumont veut le film, c'est dingue, c'est génial, nanana, ok, super, on est hyper content, etc. Et puis tout le monde le sait, Pascal Chaumeil tombe malade, gravement, et il nous dit
moi, je vais me retirer de ce film, je veux faire un dernier film, je ne sais pas ma maladie, ce qu'elle va donner, si je vais y rester ou pas. Et j'ai un film hyper perso qui est l'adaptation d'un roman de je ne sais plus quel auteur hyper connu, donc je ne vais pas faire le film. Et là commence une discussion. On ne parle pas de casting, là on parle de casting de réalisateur. Et on se dit, avec quel réalisateur on va faire ce film. Et on passe des listes et des listes et des listes. Et finalement, il y a un réalisateur qui est validé qui est Pascal Bourdieu. Et le mec adore le scénar, super. Et dès qu'il y a Pascal Bourdieu qui arrive, Lambert Wilson, ah je peux plus, je suis occupé, j'ai machin, j'ai un autre film, etc. On parle quand même d'un film un peu d'aventure, où il y a quand même quelques scènes d'action, ça bouge, il y a des poursuites, tout est tourné à la montagne. Et là, on parle de casting. Et on parle d'Alain Chabat, on parle de, je ne sais plus exactement les noms, mais il y a des listes et des listes, et on échange avec Clément, avec qui on s'entendait hyper bien, avec qui on avait signé plein de films, avec qui on s'entend toujours très bien. Et arrive par à la fois la chaîne qui était plus TF1, que TF1 s'était retiré, c'était M6, SND, Jean Reno. Jean Reno, qui, je pense à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, faisait, je sais pas, 150, enfin, je sais pas, un mec, voilà, c'est pas du tout un homme d'action, quoi. Et on gueule, et on gueule, et on gueule, mais c'est pas possible, tu peux pas prendre Jean Reno, mais tu peux pas prendre Jean Reno, et c'est Jean Reno. Et Pascal Bourdieu. Et voilà, après, moi, je déteste dire du mal des gens, l'expérience de tournage n'a pas été bonne. On est arrivé au montage, il a fait un ours du montage, c'était un premier montage, Pascal Bourdieu, et il est parti. Il avait un autre film, il avait signé Boulet Bill 2, je crois, et il est parti préparer Boulet Bill 2. Et on s'est retrouvé avec le montage. Nous, on a passé une semaine au montage, parce qu'on s'est dit, donnez-nous le fil, on va le rattraper, mais tu parles, il y a un moment où tu peux pas tout rattraper, enfin, c'est pas possible. Et en fait, voilà, et le film, et ça a été de mal en pis, l'affiche est catastrophique, je sais pas si vous avez vu l'affiche, mais l'affiche, c'est... Et non, mais les prods, alors on a deux problèmes. C'est que, un, si Pascal Bourdieu se retire du film, c'est-à-dire qu'à un moment vient l'idée de se dire, on va faire venir un autre monteur, on enlève le film au réal parce qu'il nous a lâchés, sauf qu'il y a un contrat avec le diffuseur et avec le distributeur aussi, qui est que si le distributeur ou le diffuseur, il signe sur un film d'eux. Donc c'est, je signe Mes Trésors, un film de Pascal Bourdieu. Si tout d'un coup tu lui amènes un film de Fabien Suarez, eh ben, il a le droit de dire j'en veux pas. Non, non, je le prends pas. Et il te paye pas. Enfin, il te paye pas les échéances qu'il te doit, c'est-à-dire quand même beaucoup d'argent. Donc il te fait couler ta boîte en fait. Donc on était tenu par ça. Il se barre pas. Non, mais ouais, non, mais Je moi je suis. reviens dans 2 semaines. Attends, mais tous les réals, à peu près tous les réals avec qui on a bossé, quand ils te montrent un premier montage, ils te disent, je suis hyper content. Là, moi, je pense qu'on n'est pas loin du truc. Tu vois le truc, tu dis, mais putain, il y a encore vachement de boulot, quoi. Et le monteur qui a été ensorcelé par le réalisateur pendant 10 semaines, il est ah mais je comprends pas pourquoi vous dites ça, mais alors vous pouvez pas faire ce genre de notes, hein. Bah si quand même. Puis t'as vu, on est tous à le penser dans la salle et tout. Donc non, on pouvait pas. Enfin c'était très compliqué. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est un film qui a coûté beaucoup d'argent et au bout d'un moment tu l'oublies. Tu le mets même plus dans ton CV. Sébastien Spirou. Spirou, c'est un échec. C'est un échec, Spirou. Mais moi, je renie pas Spirou. Spirou, c'est de notre faute. On a fait un scénario. Alexandre, il a fait plutôt du bon boulot. Il a tourné le scénario. Le problème, c'est que le scénario, on l'a beaucoup coupé parce que ça manquait d'argent, ça manquait d'argent. Justement, Thomas voulait te parler des adaptations. Oui. Ah, effectivement, du travail d'adaptation en général, c'est la bonne occasion d'en parler. Bah, là, ça va changer de sujet. Tu étais en train de parler des coupes que vous avez dû faire en vous adaptant au budget, donc peut-être qu'on peut en parler juste après. Mais non, vas-y. Non, mais je vais englober tout ça. Mais... Ouais, on peut englober tout ça, c'est vrai. Donc en parlant d'adaptation, du coup, vous aviez commencé votre première adaptation, c'était Belle et Sébastien. Mm-hmm. Toi-même, tu avais eu une collaboration avant sur L'île au trésor. Oui, tout à fait. Voilà, et
c'est peut-être différent également, parce que l'île au trésor, comment ça s'est passé déjà sur ce premier film? Faisons l'ordre chronologique. Ouais, si tu veux. Sur l'adaptation entre le roman, enfin, Parce quand que c'est une adaptation, justement, quand ça sort pas de votre Alors, c'est cerveau. très très varié parce que moi j'ai aussi plein d'expériences d'adaptation qui ne se sont jamais faites. Et notamment une à laquelle je pense, qui est mon grand regret, on va dire, c'est que j'ai fait l'adaptation de Torgal, la BD, pour Pathé. Et ça, c'est un vrai regret que le film soit pas fait parce que je continue à penser que le scénario n'était pas si mauvais que ça. Mais en tout cas sur l'île au trésor, c'est vraiment Jean-Michel Ray, qui est un producteur un peu très, qui était assez puissant à l'époque et dont la passion, c'est l'île au trésor. Donc il a tous les films en VHS, toutes les versions de romans, toutes les éditions possibles, etc. Et il veut faire une comédie sur l'île au trésor. Et on fait un traitement, un séquencier, et on se rend compte que... Et puis très vite, le mec nous appelle en disant bah, écoutez, c'est super ce que vous avez fait, maintenant on va passer le travail à quelqu'un d'autre. En fait, on est au début de notre... Enfin, moi, j'avais 10 ans de télé avant, mais j'étais au début de ma carrière de cinéma, et c'était plus un travail de technicien, on va dire. C'est-à-dire qu'on lui a pondu une structure, et derrière, c'est Fabrice Roger-Lacan qui a continué, et c'est vraiment plus son scénario, et on était très très loin de ça. Donc, Je me posais une question sur, comme tu dis, on a pondu une structure. C'est comment tu fais? Tu prends le livre, tu le lis, et comment tu tries pour arriver à te dire tiens, ça je le garde, ça je le garde pas. alors, Enfin, c'est loin l'île au trésor. C'est vraiment pratique ce que je dis. Sur Spirit, non, mais pour parler, alors je veux bien essayer de me souvenir de l'île au trésor, mais je vais vous dire je vais vous inventer des trucs à mon avis. Sur Belle et Sébastien, l'idée c'était vraiment de dire on prend l'ADN de la série. C'était vraiment l'argument qu'on a balancé à tout le monde, c'était évidemment que tu n'adaptes pas une série en long métrage en disant je vais prendre tel épisode. Donc tu regardes les personnages marquants et tu regardes surtout l'ADN de la série. L'ADN de la série, c'était quoi? C'était la liberté du gamin, la nature, la relation entre le gamin et le chien, donc cette histoire d'amitié au-dessus des adultes. Voilà, on a pris ça, et puis très vite, on a dit, bah, de toute façon, il y a un problème dramatique sur la série, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu dramatique, donc on va la mettre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Alpes s'y prêtaient parce qu'il y avait ces passages entre la Suisse et la France, donc il y avait un cadre historique qui permettait de tendre dramatiquement la relation entre le gamin et le chien. Donc évidemment, les producteurs, tout de suite, ils nous ont dit, il faut que ça se passe à notre époque, on va faire la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas moderne, ça va plaire à personne, etc. Mais nous, on leur a prouvé que d'abord, on voulait pas qu'il y ait des téléphones portables, des bulles, des remonts de pente et tout ça. On voulait vraiment la nature vierge. Et donc, c'est vraiment l'idée de l'ADN. Et Spirou, quand on lit le scénario initial de Spirou, à part le fait que le mec s'appelle Spirou et que l'autre soit journaliste, s'appelle Fantasio, pour moi, en tout cas, qui suis fan, moi je suis un gros fan de BD, je collectionne pas mal les BD et tout ça, donc je connaissais quand même pas mal Spirou. Pour moi, il n'y avait rien de l'ADN. Donc tout de suite, on pose, c'est quoi l'ADN de Spirou? C'est de l'aventure, c'est quand même du voyage, et puis on pose les trucs qui nous ont fait délirer. C'est Spip, c'est Champignac, c'est les véhicules, voilà, il y avait des trucs pour nous qui étaient iconiques. Et après, qu'on a essayé de mettre dans un scénario, donc ça paraissait, plutôt que de prendre une BD et d'adapter exactement la BD, le problème d'adapter les BD, et c'était pareil pour Torgal, c'est que quand même une BD, c'est quand même un truc qui narrativement a pas mal de trous. Ça se raconte pas du tout pareil une BD que tu racontes un film. Donc prendre une BD de Spirou, on s'est dit mais attends, les gens n'ont jamais vu Spirou au cinéma, montrons leur rencontre. Enfin, les trucs ont déroulé en fait comme ça. Et puis on s'est heurté à un problème très rapidement, c'est qu'à l'image, pourquoi un mec serait en groom? Qu'est-ce que tu fais? Tu fous un mec comme ça dans la rue. Ah, il est en groom, mais c'est pas grave. Dans la BD, ça passe. Après, le Spirou de Tom et Jean-Ry, il est plus du tout en groom. Alors, c'était peut-être avant, je pense qu'il est sorti après. Mais pareil, typiquement, tu as tout à fait raison. Mais typiquement, pour nous, Spirou, c'était pas Tom et Jean-Ry. Pour nous, Spirou, c'était Franquin. C'était les premiers Spirou. C'était là-dedans qu'en tout cas, nous, on avait grandi et qu'on imaginait que l'ADN était à cet endroit-là. C'est pas le Spirou de, comment il s'appelle, Émile Bravo, tu vois. Pour nous, c'était ça, le Spirou. Et, Comment vous l'avez résolu, ça? ben, on en a fait un groupe d'hôtel.
On en a fait un voleur, c'est ce qui a été tout un peu pas le scandale, mais tout le monde a dit ah voleur, Spirou c'est pas un voleur. On en a fait un voleur, un pickpocket qui est dans un hôtel de luxe et qui pour voler les gens dans cet hôtel de luxe dans la première scène, choure un costume de groom et après se retrouve embarqué et il n'est pas groom, il n'est pas en tenue de groom pendant tout le film. Mais moi, ça me paraissait impossible de faire un Spirou qui soit pas en tenue de groom. Et en même temps, ça me paraissait impossible de mettre un groom dans la rue, et puis l'autre, il serait déguisé en quoi, tu vois. C'était un déguisement. Donc il fallait qu'on le justifie un petit peu. Après, on l'a fait avec... Après, je pense que... euh, Spirou, le problème, moi encore une fois, je pense qu'on a notre responsabilité. Le scénario était sans doute pas parfait. Il y avait plein de problèmes, et je pense il avait le cul entre deux chaises, entre un film d'aventure et une comédie. Et qu'en fait, je le redis, mais Juliette dirait la même chose. C'est la comédie, c'est pas notre truc, et que il y a des trucs un peu drôles dedans, mais qui sont pas, c'est pas démentiellement drôles, et que je pense que les gens sans doute s'attendaient à une comédie, là où il aurait peut-être fallu leur vendre plutôt un film d'aventure. Il y a de la comédie dans Indiana Jones, mais on va pas dire que c'est une comédie, voilà, tu vois. Et, et voilà, je pense qu'il aurait fallu un truc aussi brillamment écrit qu'Indiana Jones, et Spirou ne l'était pas, très honnêtement. Il y a plein de problèmes dans le scénario. Et quand tu disais qu'il n'y avait rien de l'ADN, tu parles du moment où on vous a appelé pour intervenir sur le scénario qui avait Pour déjà faire la été écrit, consultation. pour faire la consultation. Exactement, ouais. Moi, je trouvais, en tout cas, après, on pourra toujours dire qu'il y avait des choses, mais moi, je trouvais que c'était pas assez proche de la BD. Donc, notre axe de consultation, c'était, les gars, vous nous vendez Spirou, et en fait, c'est pas Spirou. Et pour nous, Spirou, c'est ça, 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 ça. Et il faudrait mettre, voilà, la rencontre avec Fantasio, Spip, et puis, on a essayé de tendre une histoire. Zorglub, tu vois, pour moi, il était pas... Moi, ça paraissait dingo de pas. Et c'est marrant parce que c'est Svetlana ton prénom, c'est ça? Par rapport à la question que tu posais sur le casting, sur le papier, je le trouvais pas forcément. À part Géraldine Nakache qui jouait Sécotine, où tu peux te dire. Il y a un truc un peu bizarre, mais on avait fait le tour de beaucoup de comédiennes et tout ça. Mais au fond, Alex Lutz en Fantasio, je trouve ça super, moi. On a fait une lecture avec Ramsey pour Zorglub, c'était une super idée. Ça fonctionnait bien. Comment il s'appelle, celui qui fait Spirou il était pas mal, il avait une bonne énergie. Tu vois, bon, après Clavier, tu as besoin de financiers. Donc moi, nous, on aurait vraiment rêvé que ce soit Chabar qui joue Champignac. Il adorait Spirou. Enfin, voilà, bon, ça s'est pas fait. Mais tu vois, le casting, au final, la sauce, elle prend pas vraiment. Il y a un truc dans ce film, et de toute façon, on était persuadé qu'on allait se faire défoncer et que Gaston Lagaffe allait faire 10 millions d'entrées. Et en fait, Gaston Lagaffe, qui avait beaucoup plus de moyens, et en fait, Gaston Lagaffe, c'est pas mieux, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça mieux. J'ai pas à rougir par rapport à Gaston Lagaffe. Et les adaptations de BD en ça, elles sont pas évidentes, quoi. Ouais, c'est pas évident d'incarner comme ça à l'image un dessin. Oui, parce qu'il y a le passage du dessin très stylisé à la réalité qui, du coup... Ouais, puis l'esprit du... Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que c'est dur. Bah là, on voit le nouvel Astérix qui a l'air d'avoir un peu de mal. Voilà. Et sur Belle et Sébastien, tu disais tout à l'heure que toi, tu adorais le dessin animé et que Juliette adorait la série. Et du coup, votre film, qu'est-ce qui se retrouve du mi-chemin entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Quand vous avez pensé en termes d'adaptation, vous avez cherché à adapter les deux œuvres ensemble comme si c'était un tout, ou vous êtes parti plutôt de la série, j'imagine? Non, c'est ce que je te disais, c'est vraiment l'ADN que je décrivais sur l'aventure, la relation entre le chien et l'enfant, la liberté de l'enfance à cette époque, ça se retrouve dans les deux. C'était des points communs de toute façon. Moi, j'ai pas revu le dessin animé quand on a signé pour Belle et Sébastien, et Juliette n'a pas revu la série, et vice-versa. On n'a pas revu les choses, au contraire, on s'est dit... qu'est-ce qui nous reste de ça? Et en fait, c'est marrant parce que là où je pense qu'on a eu raison, c'est que au sortir des projets, c'est exactement ce que nous disaient les gens qui avaient vu la série, donc les grands-parents qui emmenaient leurs petits-enfants. Ils disaient, mais c'est exactement ça.
c'est vraiment la liberté, c'est la nature, c'est le rapport. Donc c'était ça, on avait réussi à recapturer ce qu'ils avaient gardé en eux cette nostalgie. Elle venait de là, elle venait de la liberté du chien, du gamin, et de pas d'une intrigue particulière. Et quand tu dis ensuite que vous accompagnez cet enfant jusqu'à son adolescence et tout ça, ça c'est des choses qui ont été développées dans les séries suivantes après Sébastien et la Marie Morgane, Sébastien parmi les hommes. Euh, Ça, du coup, par contre, vous ne l'avez pas adapté, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment nourri? Honnêtement, non. Vraiment, honnêtement, il y avait vraiment. Non, non, l'idée de faire une. Non, 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 non. On n'a même pas pensé à fait que. Je sais plus combien il y a de saisons dans Belle et Sébastien, mais on n'a même pas pensé qu'eux, ils avaient aussi fait monter le gamin. Non, c'était un désir c'était nos thématiques. Le premier film qu'on a signé avec Fidélité, c'était un Billy Elliot, donc comme je disais en Irlande. Voilà, je pense qu'on avait une thématique liée à l'enfance, autour de laquelle on tournait, et que Belle et Ouais. Sébastien. Donc vous avez gardé l'ADN et vous avez écrit une histoire Totalement originale. Totalement originale. C'est une manière de s'emparer d'une adaptation et qui a très bien fonctionné dans le cas de Belle et Sébastien. Mais pour parler de choses plus récentes, si vous voulez continuer à parler de l'adaptation, parce que là, les deux films qu'on sort, c'est deux adaptations. Donc c'est une adaptation d'un roman qu'on reçoit, c'est les épreuves qu'on reçoit, le roman n'est pas encore sorti, c'est un mélo, et le pitch du roman fait qu'il y a un côté très faussement actuel. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un pitch un peu particulier d'une mère qui réalise les rêves de son gamin, qui est tombé dans le coma, parce qu'elle a une espèce de pensée magique où elle se dit qu'en réalisant les rêves que son gamin n'a pas pu réaliser, et en lui racontant à l'hôpital, ça va le sortir du coma. Et ben, j'ai pas enfin, ça date de 2 ans, mais je pense qu'il y a quasiment aucun rêve du roman qui sont dans le film. C'est-à-dire que les rêves du roman, c'était d'aller voir comment il s'appelle ce rappeur, pas Booba, mais enfin voilà, d'aller voir Jul, d'aller en coulisses voir un concert de Jul. Ça, on a balayé tout ce qui était référencé, on l'a très vite balayé pour essayer de mettre des trucs beaucoup plus universels, mais qui étaient dans l'ADN du roman. C'est le métier du personnage principal, la mère. C'était une nana qui travaillait dans le monde du luxe, dans une agence de pub. Ou, ben ça, on s'est imaginé voir filmer des agences de pub ou des trucs de luxe. On s'est dit ça risque d'être ultra caricatural. Et donc on en a fait une nana socialement plus bas, qui rame beaucoup plus. Donc ça faisait un univers visuel qui était un peu différent, avec des Fenwick, elle travaille dans un espèce de carrefour, enfin dans la logistique. Voilà, c'était le travail d'adaptation. On l'a fait vraiment dans ce sens-là, en se disant qu'est-ce qui est dans le roman et qui finalement donne la sensation qu'on voudrait avoir dans le film. D'accord. Et là, je me pose une question sur l'adaptation. Là, c'est quelque chose, vous dites que vous avez reçu les épreuves, donc c'est quelque chose qui est arrivé à vous par hasard, et à partir du moment où ça c'est une première question, et à partir du moment où vous avez envie d'aller plus avant, comment s'est fait la relation avec l'éditeur et avec l'auteur ? Alors ça ne nous arrive pas par hasard, c'est un producteur qui nous appelle en disant je cherche des scénaristes pour adapter ce roman. D'accord. Donc on accepte le travail, on lit le roman, on accepte le travail, et donc on a 0 rapport avec l'éditeur. On a 0 rapport avec l'auteur. Avec l'auteur aussi. Okay. Il nous a fait une note sur la V1, il était très content de la V1, et il nous a envoyé un SMS, on l'a croisé après, mais il nous a envoyé un SMS après avoir vu le film, en nous disant j'adore le film, je suis hyper content et c'est super. Mais on n'a pas eu de rapport en disant ouais, comment on adapterait. Lui, il nous a dit d'emblée, c'est mon premier roman. Le mec était banquier, je crois, ou avocat. Il avait tout arrêté pour écrire son premier roman. Et il nous a dit, je vous fais confiance. Vous avez déjà de l'expérience. Le producteur a confiance en vous. Allez-y, faites. Voilà. Je crois même pas qu'on ait fait une note d'adaptation. D'ailleurs, je pense qu'on est vraiment parti assez billes en tête. Et est-ce que tu penses en général que c'est pas utile de rencontrer l'auteur d'un ouvrage que vous adaptez ou d'une œuvre que vous adaptez, ou est-ce que c'est au cas par cas, ou est-ce que c'est un frein ? Comment tu verrais ça ? J'aurais tendance à dire que c'est au cas par cas.
je pense que ça peut être un frein. C'est-à-dire que je pense que plus tu laisses la porte ouverte et plus tu as le risque qu'elle se referme pas, que le maître mette le pied dans la porte et dise mais envoyez-moi le scénar. Machin. Après, tu as des exigences. Tu as, des auteurs qui te diront moi, je veux absolument écrire. Moi, je veux absolument participer. Moi, je veux absolument lire toutes les versions. Bah, ça, c'est contractuel. L'éditeur va te dire on avait postulé, enfin on était avec un duo de producteurs-réalisateurs pour écrire Petit Pays. Bon bah on a rencontré Gaël Faye et il y a eu un casting de scénaristes, enfin équipe scénaristes, réalisateurs, producteurs. Il en a rencontré 3-4 et puis il s'est décidé pour Éric Barbier et Éric G. Hellman à la production. Mais quand on l'a rencontré, là pour le coup, lui il voulait pas écrire, mais il voulait savoir précisément ce qu'on allait faire, comment ça allait être adapté, qui allait réaliser. Donc il avait cette exigence-là, parce que le roman était un tel succès. Mais par exemple, sur Normal, le film avec Benoît Poelvoorde, c'est adapté d'une pièce de théâtre écossaise qu'on va voir à Paris dans un petit théâtre du 12e qui était traduite en français. On flash sur le truc, rapport à l'enfance, monde des adultes, etc. Un truc un peu merveilleux, machin. C'est une pièce écossaise, donc va aller dealer les droits avec Casarotto, qui est la plus grosse agence littéraire anglaise à Londres, machin. Donc on rame. On est personne, on est vraiment personne hein, pour les Anglais, c'est voilà. Et on va en Écosse rencontrer l'auteur de la pièce pour lui expliquer ce qu'on veut faire. Donc là, tu as quand même une exigence où en gros l'agent nous dit moi je suis OK pour que vous signiez sur une toute petite option, mais l'auteur voudrait vous rencontrer. Et le bol qu'on a, je pense qu'on aurait eu quand même, on aurait quand même eu les droits, mais Juliette serait là, elle vous raconterait que le bol qu'on a, c'est qu'on arrive en Écosse le lendemain du Brexit, du vote du Brexit. Le mec s'assoit face à nous, il est blême et il nous dit au nom de toute l'Écosse, je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser. Et il était mais désespéré. C'est un grand dramaturge écossais voilà. Et du coup, il nous a dit mais faites-le. Et on a eu zéro contact avec lui. On lui a envoyé des versions, des mails. Il n'a jamais répondu. Contractuellement, parce que c'est nous qui avons pris les droits, contractuellement, il est censé venir avec sa femme à la première. Je ne sais pas s'il va venir. Et il n'a pas vu le film. Et voilà. Et le film est très différent. Alors pour le coup, c'est le travail d'adaptation de cette pièce. Il est hyper intéressant parce que tu voulais peut-être. Moi, je peux parler. Blablabla. Tu peux pas commencer par c'est hyper intéressant et t'arrêter là. Je peux dire c'est hyper intéressant à des trucs pas du tout intéressants. C'est hyper intéressant. J'ai mangé des. Alors la pièce de théâtre, ce qui est intéressant, c'est que donc elle a été éditée, mais sauf que comme pas mal de pièces modernes et notamment les pièces de ce mec-là, le texte n'a pas les noms des personnages. Donc c'est un tiret, ça va, un tiret, ouais, un tiret. Au bout d'un moment, tu dis attends, c'est qui parle là? C'était sa fille ou c'est le père? On lit la pièce, donc on avait vu la pièce, on lit la pièce. On l'a fait lire à Olivier. Donc très vite, là, on est à un stade où c'était il y a 2 ans, donc on avait grandi de nos 14 ans d'expérience, et on était à se dire, il faut vraiment, sur du cinéma, trouver un réal hyper tôt. Comme on est coproducteur de ce film avec notre boîte Page 1, on rencontre Olivier Babinet, et on lui dit, voilà, la pièce s'appelle Monster in the Hall, c'est une gamine dont le père a la sclérose en plaques, et c'est un film sur les aidants, sur les jeunes aidants. Et en fait, cette gamine, elle écrit et elle voit un espèce de monstre dans le couloir. Donc il y a un truc très fantasmatique. La pièce était une comédie musicale, enfin, complètement dingue. Et on parle avec Olivier Babinet et on parle de Miyazaki très vite. Et il dit ah putain, et on se parlait au café, il n'était pas trop sûr de vouloir le faire et tout ça. Il avait bien aimé quand même la pièce. On parle de la mort et on parle de Miyazaki, bref. Je vous dis ça parce qu'au final, il y a 0 monstre dans le film. Et au gré des développements, le monstre a été petit à petit enlevé, j'allais dire édulcoré, mais enlevé du film. Et pas pour le mal du film, par ailleurs. Mais c'est plutôt pour le bien. Et il nous dit, je le fais. On trouve un Miyazaki, ça le fait tilter. On lui parle de Miyazaki et ça le fait tilter. Et il dit, je le fais. Et on envoie la pièce à Oecourt. Et Oecourt, ils lisent la pièce et ils nous disent, on n'a rien compris. On a très confiance en vous, on a très envie de travailler avec vous, mais alors vraiment, je crois qu'on va pas faire ce truc. C'est pas grave, on a pris les droits, on a quand même dépensé un peu d'argent, on va récupérer la pièce
et on va faire écrire, et on a écrit un traitement avec Olivier, euh, racontant l'histoire. Donc là, on a fait un premier travail d'adaptation qui était un peu de déblayer toute la folie. C'est-à-dire que dans une pièce, tu peux partir dans tous les sens. C'est quand même condensé. Un film, si tu pars dans tous les sens, déjà, ça coûte très cher. Donc ça, moi, c'est conseil hyper important, c'est toujours avoir une adéquation entre ce que tu écris et le budget de ton film. C'est-à-dire que si tu écris un film d'auteur qui vaut 20 millions, ça va être beaucoup plus dur à monter que d'écrire une comédie qui en vaut 20. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment, ça a été une clé pour Juliette et moi de maintenant de se dire, voilà, ce film, c'est Olivier Babinet, il a fait Swagger, c'est nous, c'est haut et court. Il faut que le film il soit à 3, 4 max. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des tonnes d'effets spéciaux. De la comédie musicale, on l'enlève tout de suite. On n'avait ni Olivier ni nous n'avions Ça envie de coûte faire. cher, la comédie musicale? Bah, si tu veux bien la faire, faut un peu la déployer. Donc ça coûte quand même un petit peu d'argent, moi j'ai l'impression. En tout cas, nous, ça ne nous intéressait pas. Donc, non pas qu'on n'aime pas les comédies musicales, mais en tout cas dans ce projet-là. On engage une nana pour faire un mood board. Et elle fait un travail extraordinaire amené par Olivier Babinet. Et avec tout ça, on rappelle au écho en disant ah, les filles, quand même, vous voulez pas? On a fait un traitement, on va vous l'envoyer quand même. Je me rappelle très bien. Elles lisent le traitement avec le mood board et elles nous disent c'est dément. Et c'est la première fois que ça m'arrive en 25 ans de carrière. On est passé du traitement au scénario sans faire une V2 de traitement. Ça ne m'était jamais arrivé. On était, je me rappelle, en vacances, on s'appelait, on était pas ensemble avec Juliette, on s'appelait et on se disait mais c'est dingo, on passe au scénario? On passe au scénario voilà. Et on est passé comme ça au scénario. Et le travail d'adaptation, j'ai envie de dire, il avait déjà été un peu fait par le traitement, mais on l'a vraiment après déployé sur le scénario quand on a fait le scénario. Alors du coup, je passe à des questions directement du coup plus techniques. Là, quand prenons l'exemple présent. Donc là, vous avez les droits d'adaptation de cette pièce. Vous la proposez au Écourt qui ne comprend pas. Vous lui dites on revient avec un traitement. D'abord, combien de pages fait votre traitement? Est-ce que c'est vraiment quasiment le scénario? Donc ça doit prendre un temps infini. Du coup, si ça prend un temps infini, puisque c'est vraiment quand même déjà le Sénat, est-ce que vous faites ça gratuitement? Enfin, en prenant un énorme risque. Et du coup, voilà, les deux questions que je me pose, c'est quel est le document que vous envoyez à Ouécourt et combien de temps ça vous a demandé et quel est le risque financier que ça représente? Alors, le traitement, il faisait 18 pages, entre 15 et 18 pages, donc assez court. Il n'était pas du tout foutu comme un traitement. Enfin, je pense qu'on a réussi un truc, on n'a pas forcément, tu peux pas le faire sur chaque scénario, mais là, ça s'est trouvé, c'est qu'en fait, chaque personnage, en fait, on introduisait un personnage et chaque personnage déployait l'intrigue en amenant au personnage d'après. Et ça s'est super bien goupillé avec le ton du film, donc ça a fait ressortir le ton du film. Je pense que ça nous a pris un peu moins de 2 mois à écrire. Mais je te parle de ça il y a 3 ans, 3 ans, 3-4 ans. Donc on pouvait on pouvait se le permettre, on avait un peu d'argent de côté, et on l'a fait un spec, totalement un spec. Et Olivier a accepté d'ailleurs de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé Olivier. Et lui, Le réalisateur, Olivier Babinet. Oui, il a participé à l'écriture de ce traitement ou... Alors Olivier, oui un peu, il écrit pas. Lui, il avait très peur. Il avait beaucoup aimé la pièce et il avait très peur de s'éloigner de la pièce. Donc ça a été un travail où en permanence il revenait à dire ah mais il y a ce dialogue là dans la pièce, vous voulez pas qu'on le mette dans le traitement? Ben non Olivier, parce que ça fait 2 pages, c'est un monologue de 2 pages. Si on le met dans le traitement, on va avoir un moment où le traitement il va se rallonger. Donc il écrivait pas, il a très peu réécrit, mais par contre il était avec nous, il écrivait avec nous. Enfin moi je considère qu'il est co-crédité, il est co-auteur et c'est vraiment une relation de. Mais il est co-auteur en étant à sa place de réalisateur. Ok. Et donc je reviens sur l'écriture du traitement. Votre méthode d'écriture à vous, c'est toujours c'est comment? On a une idée, on écrit un traitement, ensuite on écrit un dialogué. Comment vous procédez? Et quelles sont les demandes des producteurs aussi comme documents aux différentes étapes? Le traitement, c'est toujours un peu obligatoire. Je pense que
on pourrait, il y a certains projets où on aurait pu dire, on vous a fait un pitch de 3 pages, on passe au scénario. Et je pense que c'est nous qui avons refusé parce que le risque, en fait, c'est un calcul à petite vue. C'est-à-dire que si tu fais un pitch de 3 pages et puis que tu passes au scénario, tu as 80 chances sur 100 que le scénario ne plaise pas au producteur parce qu'il passe de 10% du film à 100% du film. Le traitement, ça aide au moins. Alors, tu gagnes moins d'argent, l'étape est moins bien payée, etc. Mais si tu veux avoir une chance que le film se fasse, c'est toujours l'idée d'impliquer aussi les gens dans le processus. Mais vraiment, ça. Moi, je sais que c'était une telle douleur au début quand j'ai commencé de voir les réalisateurs modifier les trucs, casser les trucs. Et en fait, j'ai mis un temps de dingue à comprendre que il faut qu'ils y soient. Il vaut mieux que ce soit un petit peu douloureux au début et que la gestation du projet, elle se fasse à plusieurs avec le réalisateur, plutôt que le mec arrive après. Et là, c'est encore plus douloureux finalement. Le après, c'est quand le scénario Quand est le écrit. scénario est écrit. Là, c'est Ouais. au niveau du traitement que le réalisateur Alors, arrive et peut changer des choses. Oui. Au moment du alors, traitement. Olivier Babinet, il est arrivé, il n'y avait rien. Il y avait, voilà. Ok. Ouda, Benyamina, donc le film qui va se tourner en mars, c'est marrant parce que je pourrais te parler de chaque film, c'est chaque histoire différente. Mais on était chez Houécourt, on avait proposé une idée, on avait parlé d'une idée ensemble. Donc c'est, pour vous le faire en 2 mots, c'est une interprétation libre des Trois Mousquetaires. Non, ce n'est pas le film qui sort le 5 avril. C'est un projet concurrent qui n'a rien à voir, mais qui se passe quand même en 1625 de la même manière. Bref. Je ne vous explique même pas quand vous êtes en train d'écrire depuis 1 an et demi et que vous entendez qu'il y a un film qui est en train de s'écrire depuis 6 mois et qu'il va coûter 30 millions. Voilà, ça c'est encore une autre. Gardez la motivation. Mais c'est les producteurs, hein. C'est les producteurs et le réalisateur. C'est le réalisateur qui vous dit, moi j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont dans une adaptation hyper fidèle, nous, c'est pas du tout fidèle. Donc on avance. Et ils ont raison. Et elle avait raison, Ouda, et c'est encore une fois la locomotive, c'est le réalisateur. Mais on coche avec Houécourt, il fallait absolument une réalisatrice, et on coche le nom d'Ouda en premier. Et Ouda, elle est très collée à son producteur qui est Marc-Benoît Créancier, qui est un super producteur. Et il se trouve qu'au même moment, de manière un peu fortuite, Marc nous appelle, elle était en train d'écrire un film, il nous dit, est-ce que vous pouvez me faire une consultation sur son film ? On lit le film, je me rappelle très bien, c'était l'été pendant les vacances, on lit ça pendant les vacances, et on se dit, on va pas faire une consulte là-dessus. Et on va voir le prod, Marc, et on lui dit, écoute, voilà ce qu'on a pensé du scénario, il y a beaucoup de boulot, voilà ce qui ne va pas, nanana. On ne va pas faire la consultation, mais par contre, on a un projet à te proposer pour Ouda. Ah ouais, c'est quoi ? Bah écoute, en fait, voilà, évidemment, tu as lu Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ouais. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que en fait, on a fait des recherches et en fait, Alexandre Dumas, il n'a pas tout à fait raconté la vérité parce que Les Trois Mousquetaires, c'est d'après des personnages qui existaient. Voilà. Et en fait, il n'a pas raconté la véritable histoire des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'était des femmes en fait déguisées en hommes. Et Marc nous regarde, dit ah bon ? Et en fait, je ne sais pas comment on se démerde dans le pitch. Parce qu'on fait souvent des cours de pitch aussi avec Juliette et c'est on raconte cette histoire parce qu'il a complètement gobé le truc. Et on lui a dit mais non Marc, c'est une blague. Enfin c'est pas une blague, c'est le pitch quoi. Il dit ah bon. Et en fait on lui a fait lire 3 pages. On avait 3 pages et on lui a fait lire 3 pages et il nous a dit mais c'est dément. Et il l'a fait lire à Ouda. Et Ouda elle nous a dit bah moi j'ai mon projet. Je vais pas bon en même temps c'est super votre truc donc on va se tourner autour, on va faire 3 séances d'écriture et si au bout de 3 séances ça match on développe et moi je développe mon truc en parallèle et il se trouve qu'on a développé et que ça sera son 2e film et l'autre projet s'est un peu mis en stand-by au fur et à mesure du développement. Donc, adaptation aussi, Les Trois Mousquetaires, tu vois. Typiquement, on peut. Ouais, sauf libre, que nous, c'est libre, très, libre. très libre. Alors, du coup, si je comprends bien, celui-là, il n'est pas encore financé. Ah, celui-là est totalement financé. Ah, il est totalement. Il J'espère. sort quand ? Il tourne fin mars. Ah, il donc tourne s'il fin n'est pas mars, financé, on est excuse-moi. dans une merde. Celui-là, il tourne fin mars. Ouais. Et t'en as un autre qui sort là. Non, donc le 15 mars, on a le film avec Alexandra Lamy qui sort. Le 6 avril, on a le film avec d'Olivier Babinet avec Benoît Poelvoorde. D'accord.
Et donc fin mars, c'est juste tournage. Donc je pense Donc sortir quand en même, 2020, grosse actualité. dans 2024, je pense. Bravo, Merci. bravo, belle collaboration. Et du coup, eh ben, on arrive à la question qui, moi, m'intéresse, j'espère qu'elle vous intéressera aussi, c'est la rémunération. Donc, je 25. voulais savoir un peu comment ça s'était passé tout au long de votre carrière pour vous-même. Et ensuite, ce que vous, si tu as une idée de ce que peut attendre de jeunes auteurs comme sont les membres de Séquence 7 pour un projet, enfin les conseils que tu pourrais donner sur tout ce qui est financier, rémunération. Déjà, dans la mesure de ce que tu souhaites dire, parle-nous de votre carrière financière à toi et à Juliette. Donc ensemble. Parce que Je pense que tout est un peu ensemble, non? oui, non, Oui. mais on avait, heureusement, encore une fois, on avait 10 ans de carrière avant, mais c'était dans la télé, elle était dans le long métrage, donc je sais pas d'ailleurs combien Non, elle je était parle payée à l'époque, mais Belle et auteur. Sébastien, on signe avec Gaumont, enfin on signe avec un producteur, mais c'est Gaumont, donc on est relativement, on amène le projet, donc on était relativement bien payé, parce que le film valait cher. Le 2, on sort de 3 millions d'entrées avec le 1, donc on est très bien payé. Et après, donc 1, 2, 3. Et après, on a un choix à faire qui est soit on monte notre boîte et on essaie de faire des films qu'on a envie de faire, mais qui ne sont pas forcément des films familiaux pour enfants ou avec des enfants. Parce qu'à cette époque-là, au sortir de Belle et Sébastien 33 et sachant qu'on fait Spirou, on nous propose à peu près, je sais pas, 10 films. Donc on nous propose des trucs, on nous propose les blagues de Toto, on nous propose le loup avec l'enfant, on nous propose le chien avec l'enfant, donc on nous a proposé plein d'adaptations, plein de films pour enfants, qui auraient sans doute été très très bien payés. Et là, on bascule on monte notre boîte, donc en fait on prend des parts sur les films, enfin pas tous, le film avec Alexandra Lamy, c'est vraiment une commande, donc notre boîte n'a rien à voir dedans, on est purement scénariste. Là, on est producteur artistique sur le film d'Olivier Babinet. Donc, on se fait payer très, très peu, je pense que. Enfin, très, très peu à l'aune de nos 24 ans de carrière, 25 ans de carrière. Tu veux des chiffres, je ne les ai pas exactement. Mais je pense qu'on est payé. Je pense que sur Normal, je crois qu'on est payé, on doit être payé 30 000 euros chacun. Sur lequel? Sur Normal, sur le film qui sort là, parce qu'on a X% du film et on va avoir un salaire producteur derrière. Vous êtes les deux seuls auteurs. On est avec Olivier Babinet. Oui, les deux Oui, seuls oui. scénaristes. Donc, Avec Olivier Babinet, qui est co-scénariste, donc qui a aussi son salaire de scénariste. Donc je pense qu'on est sur un montant de scénario. Alors après, il y a la prise de droit, etc. Mais ça doit. les droits d'auteur Voilà. aussi. Mais on 100 000 euros. a re-signé un contrat avec Hauecourt et notre boîte pour un autre film qui sera un premier film d'un réalisateur belge qui s'appelle Pablo Munoz Gomez. Je pense qu'on est. Enfin, il y a eu. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu une dépréciation des montants qui est phénoménale. C'est-à-dire que même sur des gros films, là où je pense qu'au sommet de. Je pense qu'au sommet de Belle et Sébastien, je me demande, on a dû être payé un truc comme 250 000 euros. Pas chacun, hein, mais en tout. Un truc comme ça. Ouais. Là, maintenant, tu vois, tu es à 35 000. Oui. Et ça représente combien de temps de travail, en fait Ah bah alors, Normal, c'est 3 ans de travail. Le film sur les mousquetaires, c'est 4 ans de travail. Belle et Sébastien, ça s'écrivait assez vite, hein, finalement, parce qu'on maîtrisait... Une fois qu'on a eu écrit le 1, qui n'était pas très bien payé, mais qui était quand même un film Gaumont à 9 millions, enfin, voilà. Il y a aussi ça, c'est qu'on arrive sur Belle et Sébastien, on a 12 ans de carrière, on est en droit de demander un pourcentage sur le budget du film, avec un plafond, mais avec un plancher aussi. Donc du coup, on est en droit de demander ça. Et puis le truc qui est bien, c'est que sur Belle et Sébastien 1, on a un pourcentage après amortissement. C'est le seul film, enfin non, le 2 aussi, mais c'est le seul film où tu touches, là, pour le coup, de l'argent derrière. Et pour mémoire, vous aviez combien? 5% ouais, chacun? je pense, un truc comme ça. C'est peut-être des notions qui sont pas claires, pas évidentes pour tout le monde, mais c'est un bon montant. Le film, il fait... Oui, je crois que tu disais la notion d'après amortissement. Oui, la notion d'après-amortissement, mais 5% après-amortissement d'un coup du film pour un seul auteur, ça fait 10%, 5% chacun. Plus pour le réal, c'est beaucoup, c'est bien. Enfin, c'est justifié, hein, puisque vous aviez amené le projet, puisque
vous aviez vraiment trouvé l'univers. Enfin, Mais ça fait un complément de rémunération. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une diff télé, ça... 5%, c'est bien. Est-ce qu'en moyenne, le pourcent, on sait à peu près combien est le pourcentage? C'est à peu près ça, t'es entre 3 et... Alors, tu dis 5 chacun, je suis pas sûr que ce soit 5 Ah, chacun. c'était pour vous deux? Je crois que c'était pour nous deux. Parce qu'en vrai, quand on est producteur, c'est pas raisonnable de donner plus de 10% des recettes après amortissement du coût du film aux auteurs et auteurs plus réalisateurs. Parce que c'est de l'argent qu'on pourra pas donner aux financiers. Et au bout d'un moment, tu peux plus financer ton film si tu as trop donné à tes auteurs. En fait, c'est ça. Mais c'est les seuls films sur lesquels on a vu l'argent revenir, honnêtement. Parce que moi, je trouve ça plus intéressant de se battre pour d'avoir un pourcentage du budget du film avec un plafond. C'est ce qu'on a, par exemple, sur Normal. C'est plus juste Alors, aussi. ils font les calculs, hein, ils sont pas débiles. Parce que quand ils négocient le contrat, tu as déjà... en général, tu as déjà fait ton traitement, donc ils voient à peu près le budget du film. Normal, ils savaient que ça tournerait autour de 4. Tu fais un truc à 2%, ça veut dire, tu es à quoi? Ça fait 80 000. On est tous les deux, on est à 70 000. Voilà, ils vont lâcher 10 000 de plus sur le temps de travail que ça représente, c'est pas énorme. Donc ils savent, ils calculent à peu près sur les planchers, sur les plafonds. Mais c'est quand même hyper intéressant parce que tu as la sensation que tu es reconnu un tout petit peu plus pour ton travail. Tu dis, ok, moi je fais un sacrifice. Et puis surtout quand moi, je sais qu'au début, mon premier long métrage, j'ai signé à l'aveugle. Le mec, il m'aurait donné 5 000. Voilà, j'avais même pas de pourcentage du budget du film. C'était impossible. Le premier truc pour lequel je me suis battu, c'est de ne pas être substitué. Voilà, c'était pas les tarifs, c'était de dire, voilà, moi là, je veux plus être substituable. Je veux bien être adjoignable. À partir de la V1, on peut nous adjoindre un scénario. Mais maintenant, dans nos contrats, on n'est même plus adjoignable. C'est-à-dire que maintenant, la seule personne qui peut être adjointe, c'est le réalisateur. Mais ça, c'est des trucs que tu gagnes de longues luttes. Et puis c'est vrai que quand tu as un succès comme 3 millions d'entrées avec Belle et Sébastien, tu peux négocier. Voilà, donc nous, on avait négocié. Le truc pour lequel moi, je me suis battu beaucoup, c'est ça, c'est de ne pas être substituable parce que tu avais... Moi, je trouve qu'écrire avec une épée de Damoclès où tu sais qu'en fait, la version que tu vas rendre, en fait, tu vas te faire dégager parce que tu n'as pas l'expérience, parce que tu n'es pas connu, parce que machin, je trouve ça horrible. Donc, dès que tu peux te battre pour ça. Après, le deuxième truc pour lequel on s'est battu, c'était le pourcentage du budget du film. Après, le troisième truc sur lequel on s'est battu, c'était d'avoir, qui est un truc hyper, moi, je trouve important maintenant, c'est d'avoir nos noms pas plus petits que 30% du nom du réalisateur. Donc du coup, ça nous fait sortir de ce qu'ils appellent le bidding block, c'est-à-dire que plutôt d'avoir les noms tout petits, bah t'as... Alors, voilà, donc ton nom est un petit peu plus gros. Et avoir un carton seul, c'est possible pour des scénaristes ou c'est dur? Tu parles dans le générique. film? Ouais. Je sais pas, je crois pas qu'on ait une mention carton seul. D'accord. On a la mention du... Et là, le dernier combat qu'on avait mené sur... il y a 2-3 contrats de ça, c'était d'être dans le dossier de presse. Ça, c'est bien. Ouais, Bravo. mais tu vois, sur Normal, on est coproducteur, mais on n'est pas dans le dossier de presse. Ah oui, ça, c'est important. Et tu as l'épreuve du dossier de presse qui arrive. Tu as 2 possibilités. Soit tu dis, ah, il y a mon contrat. On a eu ça sur l'affiche de Belle et Sébastien 3, je crois, ou de Spirou, où on voit les épreuves arriver, et il n'y a pas nos noms, 30%, nanana. Et là, je peux te dire que tu as les boules parce que tu dis, bon, est-ce que j'ai envie de me brouiller avec Gaumont? Alors là, tu fais good cop, bad cop, tu dis à ton agent, t'appelles et tu dis que c'est toi qui as vu les affiches et que c'est vraiment scandaleux et que t'as même pas envie de les montrer à tes auteurs parce que... Non, mais je rigole, mais c'est quand même, faut que tu calcules un peu le risque et les conséquences du risque. Voilà, c'est... et le dossier de presse, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, mais c'est très difficilement maîtrisable, je sais même pas. On verra là sur Normal, la promo commence là, on va voir comment ça se passe, ça va être intéressant, mais... d'expérience, le premier communiqué de presse qui va sortir sur Internet, si tu n'as pas ton nom dedans, tu es un peu dans la mouise. Parce qu'en fait, les autres journalistes, qui sont très bons journalistes, je ne remets pas du tout en cause leurs compétences, ils vont aller reprendre ce truc-là et puis ils vont aller le remettre un peu à leur sauce. Et si tu n'es pas dans le premier, ou s'il y a une connerie dans le premier qui dit, je ne sais pas quoi...
c'est écrit par le réalisateur, eh ben, tu peux être sûr que tu vas le retrouver dans 80% des communiqués de presse. Enfin, tu sais, les petites annonces, le petit truc d'Allociné, le truc. Et donc, faut être super vigilant sur le premier, et c'est pas toujours le cas. Et ça aussi, je pensais à un truc au générique parce que je connais un scénariste qui avait eu du mal à l'obtenir. Est-ce que écrit par, est-ce que c'est vos deux noms qui sont en premier avant celui du réalisateur qui quand même souvent n'écrit pas mais participe mais oralement? Est-ce que c'est le nom du réalisateur en premier, ensuite vos deux noms, ou est-ce que c'est que vos deux noms, ou c'est vos deux noms et le réalisateur ensuite? C'est pas l'ordre alphabétique? Je sais Ok. pas, attends. Alors, normalement, Non, c'est non, le c'est nos noms. réalisateur se met en premier. Hein. Non, c'est Nono en premier. Ah, c'est bien. En tout cas, sur le film d'Olivier, je crois que c'est Nono en premier et Olivier. Alors nous, il y a un truc sur lequel on se bat, mais vraiment, ces trucs, bien, on va faire à l'américaine. Et c'est devenu un peu notre petite... c'est que c'est Juliette Salle et... Je sais pas comment vous appelez le petit truc. Esperluette. Fabien Suarez. Et ET, Olivier Babinet. Ah, c'est bien ça. Et en fait, ça, pour le coup, je sais pas pourquoi on a fait une fixette là-dessus. Ça nous lie, c'est un truc qui nous... Et du coup, on se bat. Ah, vous avez mis ET, vous me changez ça tout de suite. On s'en fout, le générique, on le valide pas. Par contre, si on est avant Babinet ou après, je sais plus, mais je crois qu'on doit être avant. On doit être avant. Non. Ouais, je pense. Mais j'avoue, Ça avait été le combat d'un ami scénariste qui a eu beaucoup de mal à être mis avant le réalisateur sur écrit par, alors que le Est-ce que vous réalisateur avez n'est pas vu écrit. Tar? Moi, je vous spoil un truc dans Tar, c'est pas très grave. C'est que le générique de début, c'est le générique de fin à l'envers. Le mec, il a mis, je trouve ça hyper couillu, donc c'est les musiques, c'est le logo des labos, les musiques et tout le truc technique, mais pas à l'envers, genre... Non, vraiment, les panneaux propres et tout, et ça finit par la distribution, écrit par, réalisé par... Ouais, je trouve ça chouette, à l'ancienne. Alors, tu voulais poser une question? Vas-y. Ah bah très bien, c'est ce qu'on allait aborder. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Non, mais c'est Oui, c'est pour ça. Beaucoup de gens nous On a disent, fini, mais là. Il est quelle heure? c'est super, mais en fait, ça, c'est très inhabituel, on va dire. En fait, on a monté une société de production, mais comme quand même notre corps de métier, notre cœur de métier, c'est scénariste, on n'est pas producteur délégué, on n'a pas vocation. Donc, qui dit pas producteur délégué dit que tu n'as pas vocation à assurer la bonne fin du film. S'il y a une catastrophe, tu l'éponges pas. Et en même temps, par contre, tu n'as pas accès aux fonds de soutien, tu n'as pas accès aux aides qui pourraient nourrir ta boîte de prod. Et donc c'est devenu producteur artistique, c'est-à-dire qu'on amène des projets, on a des parts sur le film, on a un salaire producteur qu'on négocie avec le producteur délégué, et surtout, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que, un, ça nous permettait d'initier nos projets plus facilement, et deux, l'idée, c'est d'avoir un suivi sur le projet. Donc dans le contrat de coproduction qu'on négocie avec le producteur délégué, il y a... ils ont un droit de regard sur le casting, ils ont un droit de regard sur l'équipe technique, ils ont un droit de regard sur le montage, ils ont un droit de regard sur l'affiche, etc. J'en profite pour poser la dernière question parce que je vois qu'on est un peu... on est un peu juste, mais vous pourrez quand même poser des questions. C'est justement quelle est la relation avec les producteurs, quelle relation avec les producteurs vous avez entretenue et ce qui a peut-être abouti à la création de vos propres boîtes. Donc, qu'est-ce que tu penses de la relation en tant qu'auteur avec le producteur? Très bonne. Enfin, nous, on a eu une super relation avec Clément Miseret, qui est le producteur des Belle et Sébastien, et qui pourtant a produit Mes Trésors, et ça a été une expérience douloureuse pour nous deux, mais on l'a partagé, et avec les responsabilités de chacun, et voilà. Haut et court, c'est une relation assez idyllique avec elle. Voilà, c'est des femmes elles vont tout rafler au César avec La Nuit du 12. Elles ont du talent, elles ont du goût, elles sont énergiques, toute l'équipe, c'est un truc familial. C'est pas facile. C'est pas facile quand on fait normal et qu'on se retrouve avec une version où on a 12 pages de notes. 12 pages de notes sur une version de scénar. Je peux te dire que tu te la manges. Tu sors du traitement où tu étais en vacances et on te dit ouais, la V1, vous passez directement au scénar, et puis tu arrives à la V2 du scénar où tu te retrouves avec 12 pages de notes. Bon, voilà, mais des trucs justifiés, enfin voilà, non, vraiment, ça c'est...
je ne sais pas quoi te dire. On a eu très peu de... Je peux dire du mal de gens, mais c'est pas... On a eu plutôt des bonnes relations avec les producteurs. Et vous les choisissez, vos producteurs? Comment vous avez fait? Au Écourt, on a été vers elles. Au Écourt, on avait vraiment, on les connaissait, on avait une relation avec elles Ouais, extra Écourt professionnelle, et on avait envie de travailler ensemble. Mais c'est marrant parce qu'au Écourt, pour l'anecdote, donc Juliette a écrit un film qui s'appelle Piccolo, Saxo et compagnie, qui est un dessin animé adapté. Donc c'est son premier scénario. En fait, quand elle est sortie Juliette vous dirait, quand elle est sortie du GC, elle a dit à tout le monde, je suis scénariste. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'appelaient plus parce qu'elle n'était plus chez UGC avec ce power-là. Et les filles enfin les gens qui l'ont appelée, c'est Haut Écourt, c'est les filles de Haut Écourt avec qui elle était proche et qui lui ont dit, tu fais Piccolo, Saxo et compagnie. Des années passent et on avait envie de faire une comédie et elle avait envie de faire une comédie. Et en fait, on a signé un contrat avec elle, on a fait un traitement. Et en fait, elles ont détesté le traitement. Et moi, je suis sûr qu'il y a une super comédie à faire. Mais on ne l'a jamais faite. Et on s'est dit dans les yeux, en fait, on n'est pas fait pour faire de la comédie. Et elles nous ont dit, je crois qu'on n'est pas fait pour faire de la comédie, enfin de la grosse comédie à la Danny Boone, etc. Je crois qu'on n'est vraiment pas. Et voilà. Et ça ne nous empêchait pas de... On savait la responsabilité de chacun. Et puis, on est retourné les voir avec Normal. Et puis, on a re-signé donc, ce film du réalisateur belge avec elle. On a encore un autre projet avec elle. Il y avait Les Mousquetaires. Bon, elles ne sont plus dessus, mais il y avait Les Mousquetaires au départ avec elle. Donc, tu crées... après, moi, je peux te raconter des histoires de producteurs terribles, de gens que je reverrai jamais au début. Mais je crois vraiment sur le côté... parce que tu parles de séquence 7, émergent, etc. Je pense qu'il y a un moment où il faut accepter, moi je pense, je vais me faire tuer si... Mais je pense qu'il faut accepter l'idée que tu manges un tout petit peu ton chapeau au début. C'est-à-dire qu'au début, tu vas encaisser des trucs. Mais des fois, pour qu'un projet existe, parce que tu n'es jugé que sur ce que tu as fait. C'est beaucoup. Moi, donc, je suis vice-président de la Cité des scénaristes. Donc, il y a des apprenants, j'en vois passer. Et je leur dis, vous êtes pas, quand vous allez pitcher, vous n'êtes pas connu. Donc, si vous n'avez pas un sample, enfin un extrait, un scénario à montrer, etc., c'est compliqué de vous juger. C'est un risque énorme que le producteur y prend. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez fait. Donc, très vite, ce qu'il faut avoir, c'est des choses à montrer. Et des fois, ouais, tu vas pas être beaucoup payé au début, alors parce que ça va te permettre de faire un premier scénario et que peut-être ton film va se faire. Et c'est compliqué cette échelle parce qu'en même temps, moi, je suis à la guilde des scénaristes, je défends les minima, je veux pas que les minima ils soient trop bas, donc c'est compliqué de dire ça, mais la réalité, c'est que moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est-à-dire que c'est compliqué d'arriver et de taper du poing sur la table. Ou alors si tu arrives, tu tapes du poing sur la table et tu dis, moi, c'est 30 000 euros. Mais tu es prête à ce que le mec te dise, non. Ok, salut. Tu vas voir un autre producteur, moi, c'est 30 000 euros. Mais derrière, il faut que tu aies ton compte en banque qui suive pour, pendant ce temps-là, dire, je paye mon loyer. Donc voilà, il y a un juste équilibre. Il n'y a pas de recette miracle, je pense. Très bien. Donc, on va terminer. Est-ce que tu as un conseil à donner avant qu'on passe aux Comme questions? ça, là, je sais pas, quelque chose qui je tient à préfère répondre à cœur. des questions. Non, en un fait. conseil pour les gens qui débutent, parce que là, on est face à des gens qui n'ont jamais fait ça, je pense que leur c'est premier déjà, film. ce que je viens de vous dire, je pense que ça très en bien. vient. Ouais. Si j'ai peut-être un conseil à vous donner, mais je sais pas. Je trouve ça hyper pompeux de donner des conseils. Mais pareil, c'est un truc que je dis aux gens qui veulent faire de la comédie et qui disent, parce que je suis pas du tout un spécialiste de comédie, mais qui disent, ouais, mais putain, c'est hyper dur de faire des traitements de comédie. Et ça, je suis hyper d'accord. Faire marrer sur des traitements, c'est super dur. Et moi, j'ai fait un truc 2 fois, et 2 fois, j'ai signé un contrat à l'issue de ça. C'est que j'ai fait donc les 20 premières pages du scénario. Et derrière, 3 petites pages qui racontaient la suite du scénario. Et en fait, à chaque fois que j'ai envoyé ça au prod, ça avait quel mérite? Ça me montrait, c'était comme presque un exemple, et surtout ça montrait le ton du film, beaucoup plus qu'un traitement, parce qu'un traitement, pour faire marrer sur un traitement, moi je ne sais pas faire, c'est hyper dur. Alors que dans les 20 premières pages, tu as le setup, tu as l'incident déclencheur, tu as des personnages qui sont posés, s'ils ne sont pas posés dans la comédie, tu as le ton de ton film, il est donné. Et après, tu as 3 pages, et de toute façon, tu as fait naître le désir, et derrière, le producteur, il va te signer un développement, et si le ton est posé. Et je trouve que ça te met un exercice qui finalement te prend la longueur d'un traitement, 23, 24 pages, et qui, je trouve, est beaucoup plus payant sur de la comédie, en tout cas. Je trouve que c'est un super conseil. Est-ce que vous avez des questions?
pas spécialement, je dirais. Moi, j'ai une formation de monteur à l'ESRA. Je me suis vraiment, donc j'adore le montage. Mais en fait, c'est plutôt le producteur qui fait l'interface là-dedans. C'est-à-dire que le producteur va te dire, je vous envoie un lien, ou le réalisateur, si tu as une relation très proche, mais je vous envoie un lien, faites-moi des notes. Et après, tu fais des notes. Il faut accepter. Je pense que c'est important de faire les notes. Et il faut accepter l'idée qu'il n'y en a peut-être que 10% qui seront prises en compte. C'est pas grave. Mais il faut que toi, tu les aies faites pour pas déjà avoir cette frustration de te dire ah, putain, voilà. Mais le monteur directement, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les 3 Belle et Sébastien, le monteur était très comme ça avec le réal. Donc quand on a fait les premières projos, c'était plutôt les scénaristes qui débriefaient avec les prods et face au monteur qui disait mais ça on l'a essayé, ça marche pas, mais ça, vous voulez pas le réessayer? Non mais ça on l'a essayé, mais la musique, non mais ça on l'a essayé. Donc on était un peu... Et après quand tu te retrouves avec le monteur en salle de montage, c'est qu'il y a un problème avec le réal, c'est pas très bon signe. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment de la relation que tu tisses avec le producteur ou avec le réalisateur. Le réalisateur en montage, ouais, il veut te montrer un truc, une V1 ou une V2 de montage. Euh, Alors c'est pareil, ça c'est un truc que je dis souvent, c'est quand tu fais des notes, moi j'ai eu du mal, Juliette m'a beaucoup euh, calmé là-dessus. Mais quand tu fais des notes sur du montage, sur une V1 ou une V2 de montage, va pas dire que la coiffure de la comédienne est pourrie. Parce qu'ils pourront pas la changer. Ouais, mais moi, tu sais, des fois, quand tu vois, tu te dis putain, mais le costume est pourri. Oui, mais tu le changeras pas, donc c'est pas la peine de mettre cette note. Mais, choisis tes combats parce que tu les gagneras pas tous et tu vas diluer complètement ton propos en mettant ce genre de truc. Et sur les tournages, ça arrive que les réals demandent à ce que vous soyez là ou quoi? Ouais, alors ça c'est pareil, c'est avec le temps, les premiers tournages, c'est oui, mais comment ça se fait que je n'ai pas été invité sur le tournage? Alors vraiment, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train de tout, ils vont tout casser, voilà. Voilà, t'es invité sur le tournage, t'arrives sur le tournage. Pardon, excusez-moi. Oui. Ça, je vais me pousser. Ouais, non, là, pardon. Ok. Non. Et en fait, tu sers à rien. Alors, je parle que de cinéma, hein, parce que télé, sans doute que. Mais en fait, on sert très. Moi, j'avais un peu le fantasme de on va se retrouver sur le tournage. Alors, le réal, très sympa, te donne toujours un casque. Donc, tu regardes une prise. Ah, c'est génial, le chien, le gamin, la montagne, c'est dingue. Hein, il fait la prise. Coupé. On va la refaire. Ah, c'est cool, ouais. Bah oui, parce que c'était. Tu vois la deuxième prise, tu vois la troisième, tu dis, je suis à quelle heure? Le déjeuner, il est à quelle heure? Et en fait, t'as rien à faire. Et moi, je fantasmais un peu le truc de, il y a un problème de dialogue. Trouvez-moi une réplique. Trouvez-moi une réplique pour la prochaine prise. Et en fait, non, jamais, parce que c'est une telle machine. Mais c'est sympa, on y va, mais tu vois, on y va une fois, 2 fois. Et on a même sur Normal où on était quand même coproducteur, il y avait le Covid, c'était un peu le bordel. On y a été 2, 3 fois. Et puis en fait après, ce qui est important, c'est de voir les rushs surtout. Mais c'est plus une satisfaction de ton ego personnel. Mais en général, personne ne te reconnaît. Donc l'ego, il en prend aussi un petit coup à ce moment-là. Vous êtes qui, vous, au fait? Vous êtes le père de la gamine, là, de l'héroïne? Une autre question? C'est On va aller génial, boire vous un avez pas de coup, hein. questions, c'est top. Si Non, vous... mais vous Ah, pouvez. oh, vas-y. Je me demandais, du coup, vous disiez qu'avec Juliette, vous écriviez tout le temps à deux. Et est-ce que même à l'étape du dialogue, vous écrivez à deux ou alors il y a des moments où vous êtes chacun Surtout à l'étape du dialogue. On écrit à 2, surtout à l'étape dans du la même dialogue. pièce Ouais, ouais. Donc ce que je disais, c'est que maintenant avec Final Draft, tu t'es pas devant le même écran. Ouais. Donc tu vois, il y en a un, il tape un truc, puis tu fais delete, 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 puis tu retapes un autre truc, et puis il fait delete, 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 puis il retape le début de ta phrase. Donc, mais c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Donc particulièrement sur les dialogues, à la rigueur là où on pourrait ne pas être vraiment tous les deux sur le même écran parce qu'on perdrait du temps maintenant, et comme on travaille sur plusieurs projets simultanément, c'est sur le traitement. C'est-à-dire le traitement, tu es dans la formulation de phrase, tu as un peu envie que l'autre il puisse déployer sa phrase plutôt que de lui dire non mais pas le mais les. Donc sur le traitement ça a un peu évolué. Et, mais ouais, mais sur le dialogue, non, au contraire, c'est peut-être la phase où on est le plus. Mais même sur le scénario, même sur les didascalies et tout ça, c'est assez chouette. À un moment, on avait essayé il y en a un qui prend 10 scènes d'avance, puis tu sais, l'autre il suit avec 10 scènes d'écart.
Et puis tu en as toujours un qui va plus vite que l'autre, donc il se retrouve, ça y est, j'ai fini. Alors toi, tu es là sous pression, attends, il m'en reste encore. Mais donc ça marche moins bien, mais alors que écrire à quatre mains, enfin, moi je trouve ça génial. Après, j'ai fait 10 ans de télé j'écrivais avec mon meilleur ami qui s'appelle Francis Nief. On n'écrivait pas à quatre mains, je pourrais te donner toute une autre théorie. Là, on s'est trouvé, vraiment, il y a cette notion de, on s'est trouvé avec Juliette. C'est pas exempt de conflits et on s'engueule tout le temps. Eh ben, si c'est comme ça, vas-y, fais comme ça. Ah non, et c'est ce qu'on disait par rapport au tamis. Si les deux sont pas d'accord, il y a un truc qui va nous titiller en disant mais si elle aime pas, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Je veux le changer, je veux la convaincre, etc. Mais voilà. Ouais. Ça marche surtout parce que vous faites énormément confiance en fait. Mais ça se construit au fur et à mesure. Oui, il y a une grande confiance, effectivement. Qui a été la question, pardon? Je me demandais justement comment vous vous mettiez d'accord finalement. Pas qui a le dernier mot, mais enfin, vous pouvez pas être d'accord sur tout le temps. En fait, non, on n'est pas d'accord, on s'engueule sur les trucs et on se trouve des arguments, on se convainc. Là où c'est plus dur, je trouve, c'est quand tu travailles avec le réalisateur. C'est-à-dire quand vraiment t'écris, enfin, tu es dans une pièce, tu as ta V1 de scénario ou tu es en train de faire ta V1 de scénario et tu as le réalisateur. Je trouve ça, en termes d'ego et d'intimité, c'est vachement plus dur d'aller dire à l'autre je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que l'autre, il a l'impression que tu le fusilles par rapport au réel. Enfin, donc, tu vois, nous, les conflits qu'on a pu avoir avec Juliette, c'était surtout avec un réalisateur. C'est-à-dire que. Et puis, tu as des réalisateurs qui savent. Fabien, en tout cas, il était d'accord avec moi. Hein. Il n'est pas trop d'accord avec toi. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Vous n'avez pas l'air d'accord tous les deux. Donc, et puis, tu vois, et puis tu finis la réunion, et puis tu débriefes. Ouais, mais non, non. Donc, c'est là où c'est plus compliqué, je trouve. Faut faire gaffe. On est des petites natures, il faut faire gaffe aux égos, quoi. Enfin, je trouve que la manière dont on présente les choses aux gens. Moi, j'ai travaillé avec un très bon ami à moi qui est scénariste et on n'a pas réussi à faire de projet ensemble parce que quand je lui balançais une idée, il me disait oh non, ça va pas. Et je me le prenais en pleine tête, alors qu'il aurait pu. Avec Juliette, c'est pour le coup, on parlait de méthode. Quand il y en a un qui balance une idée, l'autre il dit ah ouais mais tu crois pas que peut-être alors dans ces cas-là il faudrait que le mec ouais mais alors il faudrait plutôt que ce soit comme ça et en fait il n'y a jamais une déconstruction de dire c'est pas bien ce que tu as fait ou ça ne fonctionne pas. On essaye toujours de nourrir la proposition de l'autre pour finalement la foutre à la poubelle, mais il y a pas ça nécessite je pense le travail en duo une certaine délicatesse. Moi, je suis plus brutal que Juliette et je pense que c'est ça que j'ai appris, c'est à être moins brutal. Et quand tu te retrouves avec un réal, tu es content de ne pas être brutal entre toi et ton co-scénariste parce que le réal, il va plonger dedans. Oui. Je voudrais savoir un peu plus sur votre processus d'écriture, c'est-à-dire quel temps vous passez à écrire, Ah oui. à chercher des infos, Ouais. peut-être quel est le planning de la journée ou de la semaine. Alors, c'est pas le même maintenant qu'il y a quelques années, mais nous, on écrit plutôt le matin. Donc c'est 9h, midi. Moi, j'ai besoin de manger tôt, donc c'est 9h, midi et demi. Donc là, vraiment, on écrit. Après le repas, c'est plus compliqué. Donc en général, on fait les mails, on passe des coups de fil, on fait avancer les autres projets qui ne sont pas des projets de pure écriture. Ce qu'on essaye, c'est de ne pas avoir deux projets au même stade en même temps, pas de dialoguer. Donc là, on a un projet en traitement, au stade du traitement. On a le projet qui tourne en mars, au stade de la énième réécriture. Donc voilà, c'est des stades. On essaie d'avoir des stades différents. Ce qui est pas mal à deux, c'est que tu as beaucoup. Quand l'autre il regarde Instagram, tu lui dis t'es gentil, je te dérange ou comment ça se passe? Donc on est quand même beaucoup plus concentré. Mais on est surtout du matin. Et Juliette vous dirait que elle croit beaucoup au physique, au corps. Elle pense beaucoup que les idées passent par le corps. Et elle dit toujours, elle dit que
faut bouger. Non pas qu'elle fasse du sport, mais tu vois, elle marche beaucoup. Faut vraiment bouger. Faut mettre si tu restes, ça nous est arrivé avec des réals justement de rester de 9h à 17h, mais tu finis, mais t'es carbo. Et à partir de 15h, d'abord le réal il est sur Facebook. Il a pas vu que tu avais un écran en reflet, que tu voyais son écran, il est face à toi, il pense que tu vois pas, mais en fait, tu as un truc derrière qui reflète ta porte de frigo, ton truc. Et, et je crois que c'est important de prendre des pauses. Après, pareil, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on écrit. Euh, voilà, je pense que c'est une discipline. Il n'y a personne pour nous appeler, pour nous dire faut que tu écrives, machin. Donc on s'est mis cette discipline-là. On est assez, pas scolaire, mais voilà, le matin, on se dit à 9h. On fait des exceptions maintenant et tout, mais globalement, on a beaucoup aussi fait à un moment notre réputation auprès des producteurs sur le fait qu'on rendait dans les temps. Ça, c'était hyper important pour nous et c'est devenu hyper important pour eux. Et mine de rien, visiblement, il y a des scénaristes qui rentrent très en retard et nous, on ne rend jamais en retard. Donc, en gros, on donne un délai un tout petit peu plus long peut-être, mais on rend dans les temps. Ça, je trouve que c'est pareil. Tu fais une espèce de... J'aime pas ce mot réputation, mais c'est vrai, voilà. Si on dit dans une semaine, ben on rend la nouvelle version dans une semaine et le producteur, il sait qu'il peut compter dessus. Donc il va moins t'emmerder à t'appeler en disant vous en êtes où, machin. Je sais pas si ça répond à ta question sur le processus de travail concret, mais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Je vais juste vérifier qu'ils ont bien enregistré. Ah, t'es d'accord pour qu'on enregistre? Ouais, c'est ça. C'est la bonne question au bon moment. Bon, on va vérifier. Il a enregistré, c'est ça? Je demande à c'est pas chaud, d'habitude on meurt de chaud ici. On est pas chaud là. Ouais, c'est ça. Tiens, passe-moi les verres et la bouteille. Je vais remonter ça. Je vais rendre les micros après. Ah, merci. Vachement de